Quel est l'intérêt de se lancer dans la méthanisation pour un agriculteur? Bonjour à tous et bienvenue aux rencontres de la méthanisation organisées par la Factory du groupe La France Agricole. Alors la méthanisation, on le sait, elle a le vent en poupe en France. 1065 méthaniseurs en activité selon les derniers chiffres de France Agrimaire, 850 projets en cours. Est-ce suffisant pour atteindre la souveraineté énergétique plus que jamais visée en France depuis la guerre en Ukraine? La France projette un mix de gaz 100% renouvelable dans ses réseaux d'ici à 2050. Mais pour quelles raisons un agriculteur opterait pour ce type de diversification? Réduction des impacts carbone, gestion de ses effluents, plan d'épandage, etc. On en parle aujourd'hui dans les rencontres de la méthanisation. Alors avant de commencer, je rappelle que ce webinaire il va se dérouler en 2 temps. Comment se lancer dans la méthanisation? Ça, ce sera le thème de la première table ronde. Et puis sur la deuxième, on fera davantage le focus sur l'acceptabilité sociale, mais aussi à nouveau sur les intérêts de la méthanisation pour les agriculteurs. Ça se passera dans un deuxième temps avec des représentants de Total Énergie, le syndicat d'énergie des communes de Flandre, la coopérative Lurberry, ainsi que Sébastien Bourdin, à distance, professeur en géographie économique et spécialiste du développement territorial. Tout ça, c'est à partir de 14h30. Et pour débuter ces rencontres, comment se lancer dans la méthanisation? On en parle tout de suite avec nos 4 experts sur place et un agriculteur à distance. Je reviens vers vous. Alors nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Moritz Quack. Vous êtes agriculteur à Chaumembry en Seine-et-Marne et vous êtes dirigeant de la société Bioénergie de la Brie. Vous êtes également vice-président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Bonjour Monsieur Quack. Bonjour Rosanne. Alors à vos côtés, on retrouve Jérôme Horner. Vous êtes expert en transition énergétique pour le CIC Est au sein du groupe Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour. On retrouve également Monsieur Jacob, Antoine Jacob. Vous êtes directeur commercial chez Arcolia Énergie. Bonjour. Et on a la chance également d'accueillir aujourd'hui Armel Sfiligoy, ingénieur projet méthanisation chez Arcolia Énergie. Bonjour. Et à distance, nous recevons aujourd'hui Bruno Gentil. Vous êtes agriculteur en Isère et président de l'unité Couleur Méta. Bonjour Monsieur Gentil. Bonjour. Alors on débute tout de suite avec vous, Maurice Quack. Quelles sont les raisons principales pour un agriculteur de se lancer effectivement dans un projet de méthanisation? Les rôles sont multiples, je dirais qu'il y en a 3 principaux. Un agriculteur a toujours besoin de se projeter et se lancer dans la méthanisation, c'est se diversifier, donc c'est créer une nouvelle activité économique. Donc le premier rôle, il est économique. Le deuxième, il est écologique ou environnemental, c'est de réussir à produire une énergie verte, et on sait que ça a de l'importance aujourd'hui. Et le troisième, qui n'est pas négligeable, il est un peu double, mais il est social et sociétal. C'est-à-dire que l'agriculteur va produire une énergie verte, mais 2 territoires qui vont être utilisés autour de lui. Alors on va en reparler tout au long de ces rencontres de la méthanisation. Mais justement, quand on est intéressé, quelle est la première étape à envisager pour se lancer? Parce que c'est pas simple, au départ. Très honnêtement, c'est pas simple et il ne faut pas s'imaginer qu'effectivement ça va se faire en claquant des doigts. Moi, j'ai 4 points en général que je conseille à un porteur de projet de mettre en avant. C'est le premier, c'est de s'assurer déjà qu'il y a la maîtrise du foncier, c'est-à-dire qu'il choisisse un bon emplacement. Le deuxième point, c'est de s'assurer qu'il ait les gisements pour faire tourner son méthaniseur, alors qu'il soit produit sur l'exploitation elle-même ou à l'extérieur, peu importe, mais qu'il ait cette garantie de gisement sur du moyen long terme, puisque quand on met en place une unité, c'est pour au moins 15 ans. Le troisième élément qui est assez important, c'est de s'assurer qu'il y ait, quand on veut injecter du biométhane dans le réseau, qu'il y ait une canalisation de gaz pas trop loin, puisqu'on peut avoir cette contrainte, même si aujourd'hui beaucoup d'outils sont mis en place par les opérateurs de réseau, y compris GRDF, pour ne pas les citer, pour faciliter l'agriculteur dans son projet. Et le dernier point, qu'on oublie souvent, mais qui est très important, c'est ce qu'on appelle le plan d'épandage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit notre biométhane, le reliquat de la production, qu'on appelle le digestat, il faut l'épandre dans les champs. Alors ça peut être un atout pour l'agriculteur, puisque ça va lui apporter son engrais, ce qui va remplacer l'engrais chimique qu'il avait l'habitude d'utiliser. Mais si il n'a pas le terrain nécessaire ou si le terrain est trop loin, ça peut devenir une contrainte. Donc il faut qu'il l'intègre, ce 4e point, dès le début. Alors comment on fait pour se renseigner? On va sur d'autres unités? Le premier conseil qu'on a, et on a la chance aujourd'hui, vous l'avez dit, d'avoir plus de 1000 méthaniseurs en France, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, c'est effectivement d'aller voir comment ça se passe. Et donc, avant, il fallait traverser la frontière. Aujourd'hui, il suffit de quelques kilomètres
ou dizaines de kilomètres pour pouvoir voir comment fonctionne un méthaniseur. Il ne faut pas voir que le méthaniseur, il faut voir l'agriculteur et lui poser des questions pour comprendre comment ça marche. Et puis la filière s'est structurée, c'est-à-dire que les chambres d'agriculture sont là, c'est-à-dire que la presse est là et donne des conseils, il faut en profiter pour lire et se former. Et puis il existe des formations, et dans cette filière, les opérateurs de réseau aussi sont là pour nous aider et nous expliquer quelles vont être les différentes étapes à passer jusqu'à la fameuse ouverture de vannes ou mise en place du compteur. On a de la chance que des pionniers comme vous se soient lancés et puissent désormais recevoir sur leur unité, hein. C'est ça, vous organisez régulièrement des visites. Alors au sein de l'AMF, on organise carrément pendant les journées du patrimoine des journées portes ouvertes, c'est-à-dire que nos adhérents sont invités à recevoir du monde. Alors ça peut être très technique dans certains cas, mais dans le cadre de la journée du patrimoine, c'est plutôt quelque chose de pédagogique pour expliquer notre métier d'agriculteur, le complément d'activité avec la méthanisation, et puis la synergie qu'il y a entre les deux, puisque c'est une véritable économie circulaire, comme on pourra peut-être l'expliquer tout à l'heure. Alors une fois décidé et bien renseigné, vient l'étape de la faisabilité du projet. Jérôme Horner, je rappelle que vous êtes expert en transition énergétique pour le CICS, groupe Crédit Mutuel. Comment va-t-on définir le bon modèle d'unité pour son exploitation ou le collectif d'exploitation? Alors, je rejoins parfaitement les commentaires précédents. À ça se rajoutera effectivement, dans le cadre de l'étude bancaire, le premier critère, ça va être l'individu et sa capacité à mener à terme un projet qui est quand même assez ambitieux. Le deuxième critère, c'est son autonomie au niveau du gisement. Et le troisième point, donc, si on aborde le côté économique, effectivement, c'est avoir la capacité de lever un emprunt et donc aussi d'avoir de l'apport pour porter son projet à terme. Donc c'est à la fois technique, mais ça réclame également des compétences humaines. Alors n'hésitez pas justement à insister sur certains points, parce que je vais vous reposer quand même la question. Qu'est-ce qu'il faut évaluer en priorité pour mesurer la faisabilité de son projet d'unité de méthanisation? Qu'est-ce que je dois regarder? Déjà, sur son site, c'est adapter un système de production à sa capacité, donc en termes de volume, en termes de surface. Il ne s'agit pas de décider de choisir une puissance sans avoir évalué sa capacité à alimenter un méthaniseur. Il faut aussi avoir des moyens humains. C'est pas neutre, hein. Contrairement au photovoltaïque où on peut laisser produire. Ici, il faut travailler. Et c'est un point qui, très souvent, après une année, 2 années d'activité, on se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas faire l'impasse et les moyens humains sont importants. Ce qui est aussi essentiel pour un territoire, c'est que ça signifie que c'est une filière qui recrute. Exactement. Alors vous l'avez dit, hein, le type et volume des intrants, la proximité du site également par rapport au réseau? Par rapport au réseau, c'est important. Alors pour l'électricité, c'est un peu moins contraignant, mais pour l'injection de gaz, on a effectivement un énorme intérêt à être proche du réseau. Alors même si on a ces compétences humaines de départ, est-ce qu'il n'est pas préférable quand même de se faire accompagner? Quand on vous écoute, on sent que c'est quand même préférable de s'adosser sur certaines structures. Alors on intervient très tôt dans la démarche, hein. Et le premier conseil qu'on donne aux futurs porteurs de projets, c'est Donc vous, en tant que banque ou en tant qu'expert, excusez-moi? En tant qu'expert énergie ou en tant qu'expert énergie. D'accord. Donc on va accompagner dès le départ les porteurs de projets, les orienter vers un constructeur plutôt qu'un autre en fonction de leur gisement, parce que ça va déterminer de quelle préparation de matière on va devoir faire, de quelle technique d'incorporation on aura. Et chaque constructeur amènera une solution qui sera plus ou moins adaptée aux contraintes que l'agriculteur va leur amener. Donc ça peut être un constructeur, un expert ou un cabinet conseil? Ou les trois en même temps, hein, puisqu'on peut avoir sur le terrain, on peut avoir des agriculteurs qui ont sollicité 2 ou 3 installateurs qui font le choix dans la proposition commerciale. D'autres ont démarré par des bureaux d'études qui ensuite ont fait un appel d'offres pour sélectionner un ou plusieurs installateurs. Et certains passent également par des chambres d'agriculture ou des bureaux
de conseil externe. Donc à chacun sa méthode selon ses projets et son territoire. Voilà. Alors on va poursuivre avec vous, Antoine Jacob, de chez Arcolia Énergie. À quelle étape du projet Arcolia Énergie va-t-il justement intervenir? Alors nous, on a eu pas mal d'expériences d'accompagnement de projets qui peuvent partir, comme ça va être le cas comme ça a été le cas de Couleur Méta qui vous sera présenté tout à l'heure, dans lesquels on accompagne le projet initialement dans sa réflexion, sachant que nous, notre apport, il est technique, on est constructeur clé en main d'unités de méthanisation. Mais pour bien le faire, ce métier de constructeur, il faut appréhender globalement le projet. On l'a dit tout à l'heure, la typologie des intrants, l'épandage, quel parcours d'épandage ont déjà les agriculteurs sur place. Est-ce qu'on va avoir une séparation de phase du digestat pour avoir du digestat solide, liquide? Comment on va adapter le système par rapport aux contraintes du site, que ce soit les intrants, les sortants, et également le site lui-même. Nous sommes une société française, 200 personnes, avec un bureau d'études internes, un laboratoire qui peut faire du suivi biologique et de l'appréciation de la qualité des intrants. Et donc, à partir de tout ça, on va pouvoir orienter ou proposer des concepts techniques qui permettent de répondre aux spécificités de chaque projet. Donc on peut arriver à ce moment-là, et puis à un moment donné aussi, évidemment, il y a des structurations qui se font avec des bureaux d'études, qui passent des appels d'offres, on répond, comme d'autres constructeurs, aux appels d'offres, et ensuite, voilà, c'est les discussions, les prix, les capacités techniques qui vont du coup juger du fait qu'on soit retenu ou pas, et on sera constructeur clé en main. On peut aussi accompagner les projets aussi financièrement, on peut être par endroit au capital des sociétés de projet, ça rassure les banques, on y reste ou pas, etc. Donc il y a plein de façons d'arriver sur un projet pour nous. Et on voit bien qu'il y a une forte diversité de ces projets, mais dans le même temps, quel type de projet vous allez accompagner pour que les agriculteurs comprennent bien justement à quel moment il est possible de faire appel à vous? Ça va être des grands projets de territoire, Alors techniquement, ça peut être des grands projets de territoire, mais aussi beaucoup plus classiquement, c'est des installations qui vont produire entre 100 et 200 mètres cubes heure de biométhane épuré. Et voilà, donc à ce moment-là, on répond à ça. Voilà. Et vous avez combien d'unités à ce jour chez Alors, Arcolia nous, on a Énergie? une dizaine d'unités parce qu'on ne fait pas que de la méthanisation. Voilà. On fait beaucoup de photovoltaïque et aujourd'hui, on associe d'ailleurs notre approche photovoltaïque à l'approche de la méthanisation parce que la problématique aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le prix de l'énergie électrique qui va potentiellement impacter les business models des unités de méthanisation. Il faut trouver des solutions à l'énergie apportée, la substitution, etc. Donc du coup, on a aussi une vision globale de la consommation d'énergie des sites, de leur optimisation et de la possibilité de faire de l'autoconsommation et du stockage pour arriver à baisser les coûts de production. Voilà. Alors on va poursuivre avec vous, Armel Sfiligoy. Alors je rappelle que vous êtes ingénieur projet méthanisation chez Arcolia Énergie, vous êtes sur le terrain. Quelles sont les motivations à l'origine de vos clients agriculteurs? Pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans la méta en général? Alors, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que la plupart des porteurs de projets de méthanisation agricole, que ce soit des projets avec un seul agriculteur ou un groupement d'agriculteurs, on a souvent une base d'élevage et donc du coup d'effluents d'élevage. Ces effluents, à la base, ils sont épandus dans les champs tout simplement. L'idée d'ajouter une unité de méthanisation, c'est de venir ajouter une brique finalement entre l'épandage et la production d'effluents et de pouvoir à la fois produire une énergie renouvelable, tout en améliorant la qualité de l'effluent qu'on va épandre, puisque la méthanisation permet la minéralisation de l'azote et donc permet de rendre plus disponible cet élément fertilisant dans la matière qu'on va épandre. Donc ça c'est vraiment une motivation qu'on a chez ces porteurs de projets, produire de l'énergie renouvelable et améliorer cette qualité de fertilisant. Et puis après, effectivement, la diversification, c'est une activité supplémentaire. Ça permet de diversifier ses revenus. Et donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant pour un chef d'entreprise. Ça peut permettre d'ailleurs, je rebondis vers vous, Monsieur Couac, ça peut permettre aussi d'installer. C'est une diversification qui peut permettre d'installer un associé? Ça peut. Après, il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que investir dans une unité de méthanisation et un projet à proprement parler, pour un agriculteur, l'investissement représente à peu près l'investissement qu'il aurait à faire pour acheter une exploitation agricole. Donc c'est colossal. Et aujourd'hui, les banques connaissent le process et quand on s'installe en tant qu'agriculteur, le prix des terres ne va pas en diminuant, donc on est sur une valeur sûre. Quand on se lance dans un projet de méthanisation, pour résumer ce qu'on dit à l'AMF, il faut se former et s'informer. Et par conséquent, il va falloir vraiment
prendre au sérieux le projet, être entouré avec un associé qui a peut-être un peu de background et qui a des moyens, parce que c'est un projet pour lequel on n'a pas le droit à l'erreur. Et le contexte qu'on connaît aujourd'hui, vous avez évoqué effectivement l'actualité, mais pour un porteur de projet, c'est également plus compliqué aujourd'hui. Antoine l'a rappelé avec le coût de l'électricité, mais le coût des matières premières augmente aussi. Le coût des OPEX, c'est-à-dire de l'exploitation, augmente aussi. Et donc, il va falloir vraiment être pro sur l'établissement de son projet pour monter cette activité qui peut être une très belle opportunité, comme vous le suggérez, pour se diversifier, pour installer un associé. Mais si c'est mal fait, ça peut vite être une catastrophe. Donc, il faut être vigilant. Est-ce qu'il existe une diversification qui est mal faite, qui peut être mal faite, je veux dire? Alors on poursuit, on part tout de suite en Isère avec vous, Bruno Gentil. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Vous êtes agriculteur et président de l'unité Couleur Méta. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, de sauter le pas? Principalement, pour moi, c'était l'intérêt d'avoir du digesta, en fait, d'aller tout au bout du processus, d'avoir, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir remplacer ma fumure minérale par une fumure organique. Alors aujourd'hui, vous êtes lancé à plusieurs, hein, c'est ça? Vous pouvez nous décrire un peu votre unité? Ça vient de se faire, hein, mais dites-nous. Oui, on injecte depuis le 24 août exactement. Donc, nous sommes 11 agriculteurs associés dans 6 fermes. D'accord. Et des Donc, éleveurs? ça nous permet. Quel type de Il y production? a 5 fermes d'élevage, polyculture élevage, et une ferme en grande culture. Donc, le principal intérêt pour les agriculteurs éleveurs, au départ, c'était de déléguer la gestion de leurs effluents aux méthaniseurs. Et à l'arrivée, le gain est là, hein. Donc on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous êtes fait accompagner, puisqu'on était justement sur ces accompagnements possibles, est-ce que vous êtes fait accompagner dans votre projet? Oui. Donc on a été accompagné par GEG, Gaz Électricité de Grenoble, qui est également au capital de la SAS Couleur Méta, et puis par Arcolia Énergie. Et c'est un projet, ça a mis combien de temps pour, du début, de l'idée, jusqu'à le développement de l'unité aujourd'hui? Quelques années, mais principalement depuis 2018. D'accord. C'est ce qui est la moyenne en général? Il faut bien prendre conscience qu'un projet de méthanisation a besoin de 3-4 années effectivement pour voir le jour, donc il y a une certaine inertie. Ça peut être sujet à discussion. Le deuxième tour de table ronde parlera d'acceptabilité. Et malheureusement, tous les bienfaits de la méthanisation, qui sont nombreux à la fois pour l'agriculteur, mais aussi pour le territoire, ne sont vus qu'une fois qu'on est en place. Et quand vous parlerez d'acceptabilité tout à l'heure, oui. Le meilleur moyen pour comprendre, encore une fois, c'est d'aller voir. Malheureusement, tout le monde ne veut pas ou ne peut pas se déplacer et on se rend compte du bienfait qu'une fois que l'installation est en place. Donc pendant 3 ans, il y a un travail effectivement à faire, 3-4 ans, et il y a des projets qui peuvent être plus longs, qui peuvent être retardés pour des soucis d'acceptabilité. Il faut mettre en avant que aujourd'hui, le gouvernement nous aide. Il y a des textes de loi qui sont parus très très récemment, la semaine dernière, qui ont limité les périodes de recours à 10 mois. 10 mois, c'est déjà long, hein, mais c'est pour dire que pour certains projets, ça peut durer plusieurs années et ça pouvait être très contraignant, voire mettre le projet à plat. Mais c'est ce qui était déjà le cas dans l'agrivoltaïsme, hein. C'est ça, c'est les mêmes recours, le même temps de recours au final. En fait, aujourd'hui, on est dans un pays démocratique, fort heureusement, mais on a la possibilité de mettre des recours. Enfin, à peu près tout le monde peut mettre des recours sur à peu près ce qu'il veut. Après, il faut justifier, mais si souvent c'est lié et ça entraîne une perte de temps, ça peut poser des soucis pour la mise en place du projet, mais ça peut poser des soucis sur des respects de délai par rapport à ce qu'on appelle le contrat d'injection et le délai de mise en service. Donc, c'est effectivement une barrière de plus à franchir, malheureusement. Et heureusement, aujourd'hui, on a des outils pour avancer. Mais oui, un projet, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut 3, 4, 5 ans, il faut le laisser maturer, il faut 1 an de travaux, quelques semaines ou mois de montée en charge. Donc c'est un projet au long cours, mais qui vaut le coup. On a des outils et des facilitateurs comme vous. Alors après l'étude de la faisabilité, on reste avec vous. Vient ensuite la phase de consolidation. Quelles sont les principales démarches à mener à ce moment-là, Moritz Quack?
Alors, consolidation, c'est-à-dire une fois qu'on a mis en route la machine. Oui, une fois que l'unité est présente. Alors, arrive le deuxième métier, c'est-à-dire que c'est un vrai challenge et c'est quelqu'un qui a envie effectivement de se lancer. Il a toute une première aventure pour mettre en place son projet. Par contre, une fois qu'il doit l'exploiter, le premier des métiers, c'est avant tout celui d'éleveur. C'est assez rigolo, mais on dit toujours que le meilleur exploitant d'une unité de méthanisation, c'est un éleveur de vaches laitières. Parce que le cœur de notre métier, même s'il y en a 50 sur une unité de méthanisation, c'est la biologie. Et donc cette biologie, c'est un travail au quotidien, et c'est ce qu'a l'habitude de faire l'éleveur. Un méthaniseur, ça mange en continu, donc il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de... Donc il faut mettre en place un système d'astreinte, un système de suivi, ça tourne également la nuit. Ce qui veut donc dire que, ça a été évoqué, hein, en termes de ressources humaines, il faut le prévoir. Donc c'est la biologie le premier métier. Après, il y a des périodes de maintenance, il y a des travaux à effectuer, il y a des périodes de récolte pour les fameux gisements, il y a des périodes d'épandage. Donc c'est assez complet. Mais on a également la chance aujourd'hui d'avoir une filière qui se structure, et on est aussi accompagné par les constructeurs pour la partie maintenance. On est accompagné par des biologistes pour la partie de production biogaz. Donc on a ce panel un peu complet qui fait que on est multi-rôle, mais c'est quelque chose qu'on aime bien en tant qu'agriculteur, parce qu'on est déjà multitâche. La chance qu'on a dans les petits agriculteurs, c'est d'avoir un travail différent chaque semaine. Avec la méthanisation, on a 5-6 activités nouvelles qui viennent se mettre en place. Et on en tire une grande satisfaction quand on arrive à l'intégrer, comme ça a été expliqué tout à l'heure avec le digestat, hein, mais dans cette économie circulaire qui nous lie à l'exploitation. Oui, la multiperformance, ça vous connaît. Alors on poursuit avec vous, Jérôme Horner. Les démarches financières sont également décisives. À quel moment on les entame, ces démarches? Alors, on les entame assez tôt. Comme je vous disais, très souvent, on intervient dès la réflexion sur la technologie, mais c'est aussi la réflexion sur quelle structure sociétaire va porter le projet. Donc, on est en général aujourd'hui sur une structure SAS, mais sur des petites unités chez des éleveurs, on peut concevoir de garder la structure d'exploitation agricole classique. Donc, je vais dire que chaque cas sera particulier. Donc, structure sociétaire, fixer par rapport au temps des travaux et au temps de la mise en route les besoins de fonds de roulement, les intérêts intercalaires, la date de première échéance. Donc, tous ces points-là sont des points très importants. Et avec les 12 ans de recul qu'on a aujourd'hui, on pratique une manière de financer qui est différente d'il y a 10 ans. Moi, j'ai besoin que vous précisiez ça. En quoi la gouvernance va avoir un impact justement sur ce financement? Quand vous parlez de gouvernance, vous parlez de... Quand on se lance à plusieurs, en SAS ou sur la société en fait qu'on lance? Oui. Alors, on va réellement être sur l'objectif, c'est que l'unité de méthanisation en elle-même soit autonome. Et pour être complètement transparent au niveau des charges, au niveau des recettes, c'est préférable d'isoler le site de production, et donc d'avoir un vrai chiffrage des besoins. On a aujourd'hui, le point important, c'est le gisement qui coûte de plus en plus cher. Et on a aussi des périodes de stockage pour assurer une sécurité alimentaire du site. Aujourd'hui, on est plutôt sur des financements de besoins de fonds de roulement qui correspondent à 18 mois de stockage de gisement. On était sur des cycles beaucoup plus courts il y a encore 5 ans en arrière, hein. Mais c'est des points très importants aujourd'hui dans le dispositif. Vous voulez préciser quelque chose? Juste compléter les propos, mais effectivement, il y a 10-12 ans, hein, quand on se lançait dans un projet comme ça, la banque nous accompagnait, disait « Ok, votre méthaniseur coûte 3, 4, 5, 6 millions, il faut un emprunt. Ok, on a besoin de telle garantie. » Et c'était lourd, c'était compliqué hein, même. Et c'était une partie du challenge, et c'était un des gros murs à franchir à l'époque. Et il faut être honnête, aujourd'hui, les banques ont compris nos intérêts, nos besoins, ont vu que les unités fonctionnaient, en tout cas chez les agriculteurs. Aujourd'hui, on voit qu'on a
un taux de disponibilité qui est quand même supérieur à la moyenne, c'est-à-dire que les agriculteurs arrivent à bien faire fonctionner leurs unités. Et aujourd'hui, on a ce panel et la banque vient nous rencontrer en nous disant OK, il vous faut un prêt principal, très bien. Il faut un prêt TVA, on le prévoit aussi. Il faut un prêt subvention, on l'intègre. Un prêt pour le BFR ou une ouverture de crédit, c'est possible. Et donc, ça veut dire que ça a matché, on s'est compris. Oui. Et on arrive à avoir ce fil rouge qui va nous guider tout au long du process jusqu'à, on va dire, la fin de la première année de production où on sort un peu la tête de l'eau de toute cette aventure et on arrive dans le début de la continuité de notre projet qui va nous intéresser pour les années qui suivent. Alors, quelles vont être les sources de financement pour un projet de méthanisation, Monsieur Horner? On est sur du financement, on va dire, bancaire professionnel classique. Donc, on a effectivement du financement long, moyen terme. La plupart du temps, on va être sur des financements entre 13 et 15 ans, en intégrant un différé qui va permettre de passer le cap, le temps des travaux, le temps de la pleine production. On va avoir des courts termes qui vont financer la TVA, les subventions, et puis un financement de BFR, donc pour le stock principalement. Donc voilà. Dans le dispositif, on peut faire appel à un fonds européen qui va compléter une partie du financement global. C'est quel fonds, le fonds européen? Le fonds BEI. D'accord. Il y a des subventions également auxquelles on peut faire appel à son il y a territoire? des subventions. C'est plus très intéressant de demander des subventions aujourd'hui parce qu'on va vous déduire de vos recettes futures la subvention que vous aurez perçue. Donc, j'appelle plus trop ça une subvention. Et puis étant de plus en plus nombreux, si le gâteau a la même taille, il faut le couper en plus petites parts. Donc les aides qui pouvaient représenter 20, 25, 30%, aujourd'hui pour un projet sont plutôt de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Après, on peut chercher des aides un peu ailleurs, c'est-à-dire que les aides ADEME effectivement jouent sur les recettes à venir, mais il y a des fonds FEDER, il y a des fonds régions qui existent également. Il ne faut pas hésiter justement à se renseigner, à regarder tout ce qu'il est possible de faire, parce qu'encore une fois, c'est un projet lourd, c'est un projet compliqué, et quand des banques qui font leur métier, on ne peut pas leur vouloir, mais quand elles demandent d'apporter des fonds propres sur des sommes qui se comptent en millions d'euros, pour certains agriculteurs, c'est compliqué, c'est pas forcément accessible, et les aides peuvent être prises en compte parfois, ce qui peut être facilitateur et peut permettre la concrétisation du projet. Donc, se renseigner. Alors, on poursuit avec vous, Antoine Jacob, de chez Arcolia Énergie. Quel type de gouvernance on va retrouver sur vos unités? On va avoir un agriculteur, des collectifs, des partenaires extérieurs? Oui, alors le schéma classique, c'est celui de Couleur-Méta qu'on vient de décrire tout à l'heure. Cofabag pour Couleur-Méta qui regroupe l'ensemble des agriculteurs éleveurs qui sont partie prenante majoritaire dans la société de projet. Il faut rappeler que pour qu'un projet soit considéré agricole, il faut que la société de projet soit détenue majoritairement par des agriculteurs. Et ça donne droit à de la défiscalisation qui est importante. Donc de toute façon, pour nous, un projet, à partir du moment où il est agricole, il est porté majoritairement par les agriculteurs et la présidence revient à un représentant de la société agricole. Voilà. Et nous, on est à côté. Au début, je vous le disais, plutôt minoritaire. Alors, on a plusieurs cas de figure. Il y a un projet pour lequel on est à 20% actionnaire. En ce moment, on est en train de monter à 49% parce qu'il y a des refinancements à faire, il faut changer un moteur, il y a des capitaux à apporter. Donc là, on accompagne le projet. Ou alors, comme le cas de Couleur-Méta, on a été actionnaire le temps du montage et de la mise en service. Et là, quand on était à 10%, on va plutôt en sortir pour laisser le capital intégralement à Cofabag, parce que nous, on n'a pas forcément d'intérêt à rester longtemps à 10% d'une société qui a des objectifs plutôt de retour économique à l'agriculture. Voilà. C'est ce que disait tout à l'heure Bruno. L'intérêt pour les agriculteurs de monter ces projets, c'est de valoriser la ressource, de valoriser des sous-produits agricoles, et puis de produire un digestat. Et ça, nous, on n'est pas agriculteurs, donc toute cette valorisation, de toute façon, on la voit pas, donc on finance pour accompagner ou pour continuer à développer. Voilà. Alors justement, on va repartir avec vous, Bruno Gentil. Vous êtes à distance. Comment ça s'est décidé de votre côté? Vous avez dit, je pars seul ou on part à plusieurs d'emblée? Et vous avez vu avec Arcolia, comment ça s'est fait? Non, on est parti à plusieurs.
parce que, comme il a été dit précédemment, il faut du gisement pour faire tourner, pour alimenter un méthaniseur. Et donc, tout seul, il faut vraiment être une grosse structure agricole. Donc, nous, on est 6 fermes, on a à peu près 1000 hectares en termes de terrain, de surface agricole, qui nous permet d'avoir 90% du gisement. On fait des ensilages de cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, et puis du fumier, du lisier de bovins. Alors Et ça a été dit également tout à l'heure, on a la surface pour répandre le digestat. Donc en fait, on est autonome. Les actionnaires agricoles du projet permettent d'alimenter le méthaniseur et d'épandre le digestat du méthaniseur ou leur méthane. Vous êtes autonome et upcycle, comme on dit aujourd'hui avec l'économie circulaire. Quels sont vos gains à l'arrivée alors? Je pense que, bon, financièrement, pour l'instant, on ne peut pas en parler parce qu'on débute. Mais de toute façon, les gains pour toutes les exploitations, comme je dis, agricoles à vocation élevage, c'est de déléguer tout le traitement de leurs effluents d'élevage au méthaniseur. On va poursuivre avec vous, Armelle Sfiligoy, sur le biogaz. Justement, aujourd'hui, les unités qui concernent Arcolia Énergie vont alimenter des foyers, des industries. Comment ça se traduit ? Alors, il y a plusieurs types de valorisation du biogaz avec les centrales de méthanisation. Donc, soit on peut faire de la cogénération, et dans ce cas-là, on produit de l'électricité qui est injectée sur le réseau électrique français. Et donc là, ça part dans tous les foyers ou les industries. Et on peut également, c'est la solution qui est la plus communément choisie par les porteurs de projets aujourd'hui, on peut épurer le biogaz pour produire du biométhane, et ce biométhane, il va être injecté sur le réseau de gaz naturel. Et donc, il va être valorisé en local. Pourquoi en local ? Parce que le réseau de gaz naturel, c'est un réseau il y a le réseau de transport et le réseau de distribution, et on s'injecte, c'est la plupart du temps, sur le réseau de distribution parce que c'est techniquement plus simple, et le réseau de distribution, il est local. Donc en fait, vous allez venir alimenter le village ou la ville dans laquelle le site de méthanisation est situé. Et vous allez donc alimenter indifféremment les industries, les collectivités et les foyers locaux. C'est ça. Alors on va poursuivre avec vous, Moritz Quack, concernant la vente de l'énergie. Comment on procède ? On se rapproche de qui ? On a la chance d'être sur un circuit qui est bien éclairé aujourd'hui et qui est bien en place. Concrètement, pour l'agriculteur et pour avoir cette visibilité et pour avoir ce financement, il faut s'assurer de la pérennité de notre production et de notre chiffre d'affaires sur les prochaines années. Les contrats mis en place par l'État sont des contrats qui sont établis pour 15 ans. Et c'est-à-dire qu'on va produire de l'énergie et on va se rapprocher de ce qu'on appelle un fournisseur d'énergie. Alors un fournisseur d'énergie ou en électricité ou en gaz. L'avantage qu'on a en gaz, c'est qu'on peut choisir son fournisseur par préférence ou pour d'autres raisons. Et donc, après accord avec ce fournisseur, on signe un contrat d'injection. Et moi, agriculteur, je vais injecter mon biométhane dans un réseau local. Je prends l'exemple de la ferme d'Arcy où on injecte sur 6 communes autour de l'exploitation agricole. Physiquement, ce gaz, il est bien consommé par les usagers qui sont en périphérie de l'exploitation. Mais contractuellement, un tarif a été établi, une grille tarifaire définie par l'État, qui nous assure notre revenu. Et tant que ce gaz a passé le compteur et est injecté sur le réseau, eh bien mon acheteur est tenu d'acheter ce biométhane correspondant à cette grille tarifaire. Et donc, je n'ai pas besoin de m'occuper de qui va le consommer sur place. C'est bien le fournisseur qui, lui, va récupérer et me payer ce biométhane. Et en même temps, moi, je vais générer ce qu'on appelle des certificats de garantie d'origine. C'est le côté vert en fait du gaz qui est mis en valeur. Et donc, je ne les ai pas. Elles sont directement mises à la disposition du fournisseur. Et le fournisseur, lui, va pouvoir, dans l'année, les 2 années qui suivent, eh bien, aller commercialiser ces garanties d'origine, pas forcément sur place, mais à Marseille, à Toulouse, à Lille, à l'autre bout de la France, chez un industriel qui veut corriger son bilan carbone, dans une commune, une ville qui veut verdir son image et dire je veux X% de vert. Donc c'est à la fois opaque parce que je ne sais pas où ça va aller derrière contractuellement, mais en même temps, ça m'assure mon revenu parce que je ne m'occupe pas
de savoir où va la partie verte, où va la partie molécule. Une fois que ça a passé le compteur et quitté l'exploitation, je me retrouve avec une rémunération, c'est une facturation mensuelle, ça veut dire que ça crée un revenu mensuel pour l'exploitant, et donc c'est assez simple d'usage. Mais alors quand on vous écoute, l'exploitant doit décider quand même dès le départ, parce que ça va il faut un réseau à proximité, donc ça va définir l'implantation du site, hein. Alors le réseau, ce qu'on conseille souvent, c'est pas forcément de se fier au réseau. Il est plus important de choisir la bonne localisation par rapport à l'exploitation ou aux exploitations. Parce que si les gisements viennent de la ferme, ça va être pendant 15 ans des navettes, et plus on est proche, mieux c'est. Quand je vais devoir épandre le fameux digesta, c'est la même chose. Or, la canalisation de gaz, c'est juste des capex, c'est un investissement, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est posée, on n'y touche plus. Donc, il est peut-être plus judicieux de ne pas s'éloigner pour être près de la canalisation de gaz, mais de se mettre près de l'exploitation et tirer un tuyau un peu plus long, sachant que là encore, il y a une sacrée évolution. À notre époque, donc en 2013-2012, on a dû tirer 7 km de canalisation au total, et on était dans un système naissant, et donc on a pris à notre charge, nous, porteurs de projet, 100% de la canalisation. La loi, les textes ont évolué, et maintenant, dans une première étape, il y avait ce qu'on appelle la réfaction qui se chiffre à 40%, c'est-à-dire que sur 100 d'investissement, 40% étaient prises en charge par l'opérateur de réseau, donc l'agriculteur prenait à sa charge 60%. Et l'année dernière, on a inversé, donc c'est 60% qui sont maintenant pris en charge par l'opérateur et uniquement 40% par le porteur de projet, ce qui va lui permettre d'aller encore un peu plus loin, si jamais ça représente un coût assez important. On parle de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros si on s'éloigne un petit peu. Mais c'est quoi, justement, c'est quoi la limite? On peut aller jusqu'à 10-15 kilomètres en distance? Alors, il va y avoir une distance, et quand on est dans la campagne et que vous n'avez que des bords de route à traverser, c'est facile. Si vous avez une autoroute, si vous avez une voie de chemin de fer à traverser, une rivière, ça devient un peu plus compliqué. Donc ça, c'est au cas par cas. Et c'est le travail de GRDF ou de l'opérateur de réseau de chiffrer très en amont. Tout à l'heure, on parlait des différentes étapes, mais très en amont cet élément. Ça rentre dans la phase de l'étude de faisabilité que l'on mandate auprès de l'opérateur de réseau. Et donc, dans cette étude de faisabilité, on étudie tous les points et on sait exactement ce que ça peut représenter. Et j'allais dire que oui, aujourd'hui, on peut passer le cap des, je pense, 10 km quand on est dans un contexte favorable et que ça nous permet d'injecter toute l'année, parce qu'il nous arrive aussi, agriculteurs, à nous de produire plus que ce que prend le réseau. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération aussi. Mais c'est aussi une belle image, ça veut dire qu'on produit une énergie verte, mais en plus, contrairement au photovoltaïque qui est très bien, enfin j'en fais moi-même, ou à l'éolien, on a une énergie verte qui va s'adapter à la demande. Et ça, c'est quand même assez génial de se dire que on sait produire du vert, on sait produire du local et on sait s'adapter aux consommateurs. À l'origine de tout. Alors Armel Sfiligoy, je voudrais qu'on parle un peu des risques en méta. En préparant cette table ronde, vous m'avez parlé des risques liés au terrain. Sur quels paramètres il va falloir être particulièrement vigilant ? Donc du coup, avant toute chose, je pense qu'il est important de préciser qu'au niveau des risques, la méthanisation aujourd'hui, elle a beaucoup évolué depuis ces 15 dernières années. Donc les textes de loi ont évolué, la réglementation a évolué et la filière s'est professionnalisée. Donc clairement, on ne construit pas exactement pareil aujourd'hui qu'il y a 15 ans. On a des normes qualité. Le label Calimeta a été mis en place justement pour garantir la qualité des travaux et des travaux, enfin, du fonctionnement en tout cas des constructeurs et des différentes personnes qui peuvent intervenir sur les sites de méthanisation. On en reparlera dans la seconde partie. Voilà, donc ça c'est vraiment un point qu'il faut souligner, donc qui permet de maîtriser quand même déjà le risque. Et ensuite, tous les sites sont conçus, en tout cas nous les nôtres, sont conçus de manière à être vraiment à limiter toute problématique. Donc même s'il n'y a personne sur le site, il y a des systèmes d'alerte, le système de contrôle commande est fait de telle manière que le site n'est jamais sans surveillance finalement. Et donc là, ça permet vraiment de limiter, encore une fois, les risques. Alors Antoine Jacob, justement, faisons le point sur Arcolia Énergie. Alors quelles sont les perspectives aujourd'hui? Est-ce que vous avez de nombreux projets en cours? Oui, alors on a pas mal de projets à l'étude. Alors, le moment où on rentre dans un projet, le moment où le constructeur est retenu, c'est le moment où la préétude de faisabilité est terminée,
qu'il y ait une consultation ou pas, et c'est avant, souvent, le dépôt des dossiers installations classées pour l'environnement. Voilà, les demandes d'autorisation d'exploiter. Pourquoi ? Parce que dans ces dossiers-là, tous les aspects techniques qui auront été vus avec le futur constructeur vont être intégrés dans le dossier, justement, pour définir tout ce qui est automatisme, tout ce qui est préconisation réglementaire, etc. Et donc, on va du coup accompagner les porteurs de projets après avoir été retenus dans l'élaboration de tous ces dossiers-là. Donc nous, on a des dossiers en cours et donc du coup, il faut qu'on attende, nous, la finalisation de toutes ces démarches de demande d'autorisation, d'avoir obtenu les autorisations et par la suite le financement. Tout ça se fait un petit peu en parallèle, mais de toute façon, les banques ne vont pas actionner un financement avant que les projets soient permittés. Donc, on est en accompagnement d'un certain nombre de projets comme ça, qui débouchent 2-3 ans après, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de recours, etc. Voilà. Donc, nous, nos perspectives, c'est on souhaite, enfin, on en construit couramment 2 ou 3 par an, voilà. Hein, donc, on n'est pas le plus gros faiseur de France, mais on a les équipes qui sont adaptées à ce débit de production, de façon à bien suivre les projets, de bien suivre leur mise en service, d'accompagner les porteurs de projets dans les débuts d'exploitation et après les accompagner par la suite aussi dans tout ce qui est conseil et surtout suivi biologique, parce que je vous le disais, on a un labo et donc du coup on a internalisé justement ça qui nous semble important en exploitation, de pouvoir être présent auprès de nos clients pour s'assurer que tout fonctionne et que du coup les rations qui sont intégrées dans le méthaniseur sont les bonnes, qu'on va pas aller sur des inhibitions d'azote ou du moussage, etc. et de préconiser en fait un suivi. Voilà. Donc on en fait 2-3 par an, mais c'est bien pour nous. Voilà. Donc ça veut bien dire que la méthanisation a de l'avenir. On termine avec vous, Jérôme Horner, cette première partie des rencontres. Alors, Monsieur Coq l'a dit un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que les banques aujourd'hui ont un regard plutôt positif sur ces projets de méthanisation ? On a effectivement, on va dire, de 12 ans d'accompagnement qui assure en tous les cas aux porteurs de projets notre écoute et notre accompagnement. Il y a un point que j'aurais voulu encore rajouter dans les intérêts de la méthanisation ou du photovoltaïque, c'est si on a le stock qui convient. Aujourd'hui, s'il y a une crise sanitaire ou s'il y a une crise climatique, c'est une activité qui permet de lisser des revenus sans avoir à affronter ces crises successives. Et donc, on assure un minimum de résultats grâce à un contrat qu'on aura fait avec un acheteur d'électricité ou de gaz. Et on aura passé un cap qui permet d'assurer donc un minimum de revenus. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je vois le numéro de la France Agricole, PAC 2023. À l'origine, quand l'idée nous était venue, c'était de se préparer, alors ça va me donner un coup de vieux, mais bon, à la PAC de l'après 2013, puisque dans les années 2007-2008, on se disait les aides PAC vont disparaître en 2013 et on réfléchissait à une solution qui nous permettait de nous affranchir de ces aides. Et c'est bien pour ça qu'on s'est, à l'origine, lancé dans la méthanisation. Bien évidemment, il y a l'aspect traitement des effluents d'élevage, puisque les normes environnementales sont nécessairement de plus en plus contraignantes, mais il y avait aussi cette nouvelle activité et ce complément de revenus. Et après 10 ans, on peut dire que oui, ça remplit son rôle. Alors, il y a encore un petit peu d'aide PAC, mais quand même en diminuant. On est très content aujourd'hui d'avoir une unité de méthanisation qui nous apporte un complément de revenus significatif et qui fait que notre exploitation ne serait certainement pas ce qu'elle est aujourd'hui si on ne s'était pas lancé dans la méthanisation. Et on l'entend bien avec vous 4 et avec vous 5, Monsieur Gentil, c'est que c'est une diversification gagnante. Gagnante, sans oublier qu'elle est quand même prenante. Ça se fait pas en claquant. Et ça, on l'a bien entendu. C'est quelque chose qui nécessite de s'impliquer sérieusement pour ce projet. Alors, c'est la fin de ce premier temps d'échange et on passe tout de suite aux questions. Alors, Jérôme Horner, vous êtes le financier, donc quel coût pour une unité de méthanisation ? Le coût, ça dépend. Ça dépendra de la durée, ça dépendra du montant. Donc, Est-ce que vous avez une fourchette à nous donner ? Alors, je peux vous donner un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Le coût de remboursement d'une unité de méthanisation, ça va être de l'ordre de 1/3 pour le remboursement des prêts. Voilà.
Monsieur Couac? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la moyenne des méthaniseurs au sein de l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, elle est plutôt pour ce qui est de la production de biométhane, 150 normomètres cubes. 150 normomètres cubes, c'est 4-5 millions d'euros. Les plus petites, ça va être 2,5 millions, 3. Et puis, vous avez des grosses structures où on se met à plusieurs, on peut monter à 6, 10 millions d'euros. Donc, encore une fois, pour nous, agriculteurs, ça reste des montants colossaux, mais on a cette fourchette, hein, comme ça a été précisé, qui est assez large, hein, mais qui se compte en millions. Quand on est en cogénération, les unités sont en général un petit peu moins coûteuses, un dimensionnement un peu plus faible, et on peut partir du million pour arriver jusqu'à... Il y a un constructeur qui va pouvoir confirmer ces chiffres, mais qui peut monter jusqu'à quelques millions également. Oui, Monsieur Jacob, les agriculteurs parlent souvent d'un projet d'une vie. Oui, tout à fait. Alors, il faut voir aussi que c'est effectivement un investissement important. Donc, il faut évidemment que ça fonctionne et ça fonctionne bien comme ça a été prévu. Mais par contre, on a en face de nous un contrat de vente de quelque chose, donc de gaz, pendant 20 ans. Et donc, il y a quand même peu d'industries qui peuvent se targuer d'avoir des garanties de vente de leur production pendant 20 ans à un prix donné, qui est même évolutif avec des coefficients d'indexation. Donc il y a quand même cette sécurisation face à l'investissement. C'est la raison pour laquelle les banques financent ces projets, parce que sans ça, on serait face au marché. Je pense que ce serait un peu plus compliqué, bien qu'aujourd'hui le gaz va être assez recherché. Donc je pense qu'il y aura du devenir aussi à en commercialiser, même sur la vente du marché. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il y a les tarifs qui sécurisent ces investissements. Alors, on a une question pour Bruno Gentil. En Isère, est-ce que les agriculteurs de Couleur-Méta ont développé leur méthaniseur avec leur coopérative? Et si oui, quel est le rôle de la coopérative dans le développement du projet aujourd'hui sur l'exploitation? Nous avons développé notre projet entre nous. Hein. La coopérative est assez peu intervenue. On est autonome dans notre groupe. Et vous travaillez avec elle sur les plans d'épandage, par exemple, ou pas du tout? Sur le plan d'épandage, on travaille avec la Chambre d'agriculture. D'accord. Et puis, on est accompagné par le CER pour la comptabilité et la gestion. Et puis, le montage, tout à l'heure, le montage juridique. On a fait appel au CER qui a des juristes. Il y en a des très compétents dans ce domaine. Et nous, on a été très bien accompagnés, je dirais. Une fois que l'unité est en marche, tous ces gens-là continuent de vous accompagner? Oui, tout à fait, parce que on a toujours des évolutions dans le capital possible. On a tout ce qui est épandage, etc. On peut monter des partenariats et donc il faut faire des contrats. Donc, on a besoin d'un service juridique compétent. Oui, c'est ça. Et puis, pour le plan d'épandage, on travaille avec la Chambre d'agriculture et elle nous permet de mettre à jour toutes les années notre plan d'épandage pour être en règle avec notre ITPE. Oui, Monsieur Couac, c'est une diversification, vous l'avez dit, exigeante, mais finalement assez souple, qu'on peut changer, réadapter, même une fois l'unité lancée? Je n'irai pas jusque-là, mais ce que je peux dire, c'est que très fréquemment, ce que l'on observe, c'est qu'on part en deux phases. C'est-à-dire qu'on a 3 niveaux qui existent dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est un terme un peu barbare, mais en gros, on dépose un permis de construire en même temps cette ICPE. Et le premier niveau, c'est un niveau déclaratif qui nous permet de démarrer assez rapidement. Et très nombreux sont les porteurs de projets qui commencent en déclaration et qui ont une deuxième phase, la phase 2, qui leur permet de passer la deuxième, on va dire, et donc de grandir et de produire davantage. Et c'est pas plus mal, parce que l'image que j'utilise souvent, c'est de dire gérer une unité de méthanisation, c'est comme gérer un troupeau de 500 têtes. Alors, on le fait, mais on ne l'a pas fait en claquant des doigts, et on a commencé petit, et puis on nous a transmis un outil de travail, on a appris. Mais demander à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un élevage du jour au lendemain de gérer 500 têtes, les risques sont trop importants. Donc c'est bien de commencer petit pour passer à la deuxième phase quelques temps après. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très très commun sur les installations, d'avoir ces fameuses 2 étapes. Et le cadre est assez réglementé aujourd'hui. Quand on fait une demande, l'administration nous autorise à faire un changement, mais d'attendre 24 mois pour pouvoir faire le suivant. Donc il faut bien calibrer et bien savoir où on va. Il faut bien partir, en effet. Alors, Monsieur Jacob, on poursuit avec vous. Vous avez fait état de 12 références en méthanisation. Pouvez-vous en dire plus sur les technologies mises en œuvre par Arcolia Énergie?
Oui, bien sûr. Alors nous, on repose sur deux technologies majeures. La technologie qui se développe le plus en France, ce qu'on appelle l'infiniment mélangé. Donc on a des substrats assez liquides. S'ils ne sont pas assez, on rajoute de l'eau, on recircule du digestat liquide, etc. pour maintenir un niveau de cécité autour de 16%, pour avoir du brassage mécanique, etc. Et on a développé par ailleurs un procédé qui permet d'introduire directement des matières beaucoup plus sèches, pour aller jusqu'à 25-30%, introduction directe. Et du coup, le mélange ne se fait plus par brassage, mais par injection de gaz sous pression, qui est une technologie qui est par ailleurs très utilisée par certains constructeurs dans le traitement du déchet urbain, notamment. Et voilà, donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est que nous, avec le bureau d'études interne, l'objectif de ça, on est quand même des ensembliers. Voilà, donc on va aller chercher sur le marché les équipements qui nous semblent les plus adaptés à la configuration du site. Et donc, du coup, on va aller faire une introduction d'une certaine façon en fonction d'eux, etc. Et donc, du coup, on va mettre tout ça en œuvre. Alors, évidemment, on a des caractéristiques techniques qui nous sont propres et pour lesquelles on a des retours d'expérience qui font qu'on peut garantir tout ce que l'on fait, bien évidemment. Mais après, on peut les adapter en tant que justement ensemblier, avec des garanties totales de constructeurs, bien sûr. À la fin, c'est comme nous qui sommes le constructeur, mais c'est pas nous qui, évidemment, construisons les broyeurs, les pompes, etc. On va prendre celles qui nous semblent les mieux sur le marché. Voilà. Donc on a deux grandes technologies, voie sèche et infiniment mélangées. On poursuit, on reste avec Arcolia Énergie, Armelle Sfiligoy. Vous allez me dire que ça dépend du territoire et peut-être des exploitations, mais quels sont les intrants les plus recommandés ? Alors effectivement, il y a plein de possibilités. En méthanisation, on peut méthaniser tout type de matière organique, à part les matières ligneuses, donc pas tout ce qui est bois. Mais disons, quand on travaille sur des méthanisations agricoles, comme je vous disais tout à l'heure, il y a souvent une base d'effluents d'élevage qu'on va compléter en général avec des cives, donc cultures intermédiaires à vocation énergétique. On peut avoir aussi tout type de déchets de culture, avec des déchets de production de fruits, de légumes, de choses comme ça. Et on peut venir compléter ça. Alors, ça, c'est la première base, dans la base vraiment purement agricole. Et c'est intéressant d'avoir cette base-là parce que c'est celle qui va être le mieux maîtrisée par les agriculteurs, forcément. Donc, c'est une partie qui est plus facile à sécuriser. Et ensuite, on va pouvoir venir compléter avec d'autres matières. Donc, ça peut être des matières d'industrie agroalimentaire, donc des matières végétales ou des matières qui vont pouvoir être carnées également. Donc là, ça implique d'autres contraintes réglementaires puisqu'il va falloir hygiéniser ces matières-là. Donc un coût supplémentaire aussi. Un coût supplémentaire, voilà. Donc là, c'est vraiment une réflexion à avoir ça peut se faire, ça peut être intéressant de le faire, mais par contre, il faut avoir le volume et avoir une matière qui soit suffisamment méthanogène pour que ça ait un intérêt économique de le faire. Et voilà, et après, du coup, si on hygiénise, ça ouvre la porte à tout un tas d'intrants carnés. Donc, je sais pas, des déchets d'abattoir, des biodéchets, des déchets de cantine, des choses comme ça. Et on parlera d'hygiénisation dans la seconde partie tout à l'heure. Alors, dernière question, il me semble qu'elle est essentielle, Moritz Quack. Est-ce le bon moment pour se lancer dans la méthanisation avec tout ce qu'on vient de dire ? Ça, c'est une très très bonne question, effectivement. Pourquoi ? Parce que il y a 10 ans, c'était compliqué, parce qu'on partait de rien. Donc, il a fallu établir des textes de loi. On a attendu 3 ans pour obtenir nos arrêtés décrets ministériels. Et on a bâti gentiment notre château et ça s'est construit. Les outils se sont mis en place. Et on a eu la vraie période faste entre les années 2016-2020. Et puis, les règles du jeu ont changé avec le changement de tarif, c'est-à-dire que le tarif de 2011 a pris fin en 2020, ce qui fait que les conditions d'achat ne sont pas les mêmes. Alors on a l'inertie dont on parlait tout à l'heure, les 3-4 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on construit encore des unités de méthanisation avec le tarif qui a été établi en 2011 et qui permet donc de considérer qu'on a un intérêt économique viable. Le nouveau tarif, il a été revu parce que le contexte et la nécessité de souveraineté émise par le gouvernement change un peu les règles, mais il faut être conscient que les taux d'intérêt ont grimpé, ça on n'y peut rien et mon voisin est bien placé pour le dire. Les matières premières ont augmenté, donc les coûts de construction ont augmenté aussi, et de façon significative, plus 15, plus 20%, parfois plus. Il y a des matières qui ont plus que doublé. Et puis les intrants, on en parlait aussi tout à l'heure, donc CAPEX et OPEX, les intrants ont aussi pris. Donc on se retrouve avec effectivement une maîtrise de filière, mais chaque petit élément mis bout à bout fait que la rentabilité historique, elle n'est plus forcément là.
Donc à l'AMF, ce que l'on dit, nous, à nos adhérents, c'est pas d'arrêter, c'est pas stop, on arrête, on ne fait plus votre projet, il est plus viable. C'est de reposer les cartes sur la table, de réanalyser ces éléments, de rediscuter avec les financiers et de voir si ça vaut toujours le coup de continuer ou pas, peut-être même d'attendre un petit peu, parce que on vit quelque chose d'assez exceptionnel et un des facteurs majeurs qui va concerner tous les porteurs de projets, mais aussi tous ceux qui sont aujourd'hui en injection, qui ne sont pas forcément protégés sur l'achat d'électricité. Je prends cet exemple qui est assez concret et qui parle à tout le monde aujourd'hui, agriculteurs ou autres. Mais une unité de méthanisation classique moyenne, elle va consommer pour à peu près 100 000 € par an d'électricité, ce qui est très important pour un agriculteur qui est habitué à avoir des postes plus faibles. Eh bien, avec le contexte, avec ce changement de règle, avec cette électricité qui a doublé, triplé, quadruplé, on va passer à 300 400 000 €. Et donc, on va complètement écraser nos marges et se retrouver dans des situations qui, dans certains cas, peuvent être périlleuses. Donc, je me permets de mettre un peu de vigilance, même si on croit à l'AMF durement, à la méthanisation, on est fier de cette activité, on est sûr qu'elle participera à la transition énergétique de demain. J'espère que ce que vous disiez en introduction, 100% de gaz à 2050 issu du territoire, ce serait génial. Si on arrive déjà à nos 17% d'équivalence de ce qu'on consomme en 2030 en Russie en 2030, ce sera génial. Mais donc voilà, prenez le temps, reposez les cartes, vérifiez bien tout. Entourez-vous de vos conseillers, hein. On a parlé des banques, mais des autres conseillers, et assurez-vous que votre projet a toujours de l'intérêt, et s'il en a, allez-y. Enfin, les signaux sont plutôt positifs côté demande, en effet. Vous voulez dire un dernier mot, Monsieur Jacob? Oui, bien sûr, on parlait de l'inertie des systèmes tout à l'heure. Moi, j'ai accompagné la filière pendant quelques années en tant que président du club biogaz, donc j'ai pas mal discuté avec les administrations en compagnie de Maurice, et on sait bien que la prise de conscience politique par rapport à ces filières-là est assez longue. À l'époque, il y a 10 ans, quand on rencontrait les parlementaires, personne ne savait ce que c'était la méta, les tarifs, quand on en parlait, personne ne comprenait comment c'était fait. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même des circonstances internationales qui font qu'effectivement, ces objectifs de gaz dans le réseau, le prix de l'énergie qui monte, etc., à un moment donné, on peut se dire qu'il y aura une remise sur la table des cartes, effectivement, pour revoir quels sont les équilibres économiques qui sont nécessaires pour développer cette filière, qui est quand même extrêmement vertueuse et qui quand même produit, c'est une des seules façons de produire du gaz sur le territoire national. Aujourd'hui, du lac sur lac, on en a plus. Voilà, donc aujourd'hui, on l'importe, on sait d'où on l'importe et on connaît les risques internationaux et géopolitiques que ça pose. Donc, moi, je dirais aux porteurs de projets, ceux qui en tout cas débutent, ceux qui ont déjà un tarif, bien évidemment, il faut qu'ils continuent, mais ceux qui débutent dans la réflexion, il y a des aides aujourd'hui pour financer les études, qui sont souvent en fonction des régions. Moi, je suis en Occitanie, mais autour de 75%. Donc, ça veut dire que c'est assez long de développer ça. Donc, je pense qu'il faut, malgré tout, continuer à étudier, se faire aider par les organismes dont on parlait tout à l'heure, se faire aider sur les subventions pour avoir des bureaux d'études compétents et voir ce qui se passe au niveau de cette remise à plat du système économique. Voilà. Moi, je crois que les politiques vont continuer à considérer que c'est une filière importante et vont redéfinir les tarifs. On peut l'espérer, ou les modalités de financement avec des subventions. On a déjà eu un petit signal. Hein, on va s'arrêter ici là-dessus. Mais le premier signal qu'on a vu, c'est que l'inertie est quand même assez longue. On l'a évoqué tout à l'heure. Et ce tarif, avant, on avait 3 ans entre le moment où on signait ce fameux contrat d'achat et le moment où on ouvrait la vanne. Oui. Le gouvernement a décidé de rallonger ce délai de plus ou moins 18 mois en fonction des cas, mais ça va donc laisser un peu plus de temps aux constructeurs pour finir de mettre en place ces unités qui bénéficient d'un tarif, et également aux porteurs de projets pour prendre justement le temps de bien monter son projet. Donc ça donne de l'air, ça permet de respirer, et c'est un premier signal. Il va falloir qu'il soit suivi, comme l'a évoqué Antoine tout à l'heure. On poursuit ce deuxième volet des rencontres de la méthanisation avec vous. Alors nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Natacha Le Serre. Vous êtes directrice du syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre. Bonjour. Nous recevons également une équipe de chez Total Énergie. Romain Batteux, vous êtes directeur développement France. Bonjour. Et nous recevons également Jean-Michel Géniez, responsable commercial Sud. Bonjour. À vos côtés, nous retrouvons aujourd'hui Grégory Moulis. Vous êtes directeur commercial de la coopérative L'Urberie, basée dans le sud-ouest de la France. Ça fait bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté d'être présent à distance. Est-ce que Monsieur Bourdin est présent avec nous? Monsieur Bourdin, bonjour.
Et on vous voit, on vous découvre. Monsieur Bourdin, vous êtes professeur en géographie économique, spécialiste du développement territorial, et vous avez réalisé, vous et aussi certains de vos étudiants, plusieurs études sur le sujet de l'acceptabilité sociale en méthanisation. Alors, parce que ça va être le thème de cette deuxième partie. On va parler de comment faire accepter son projet de méthanisation. On le disait à l'instant, aujourd'hui, ça tient une place aussi importante que la conception même du projet et de l'unité. On va revenir également sur les intérêts des agriculteurs à se lancer dans la méthanisation. Et on commence avec vous, Natacha Le Serre. Vous êtes directrice, je le rappelle, du syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre. Vous regroupez au total 98 communes sur ce territoire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'assure la direction d'un syndicat d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'un syndicat d'énergie et en quoi c'est pertinent de savoir ce que c'est que cet outil pour faire de la méthanisation? Eh bien, un syndicat d'énergie, c'est un regroupement de collectivités, en l'occurrence pour moi une centaine de communes. Et nous gérons et nous sommes propriétaires du réseau de gaz et du réseau d'électricité sur l'ensemble de notre territoire. Ouais. D'où l'intérêt, effectivement, pour les agriculteurs de nous identifier et puis, aussi l'intérêt pour, nos élus, hein, qui sont, pour la plupart des maires et des conseillers municipaux des communes adhérentes, d'avoir une vraie politique de soutien à la production d'énergie verte sur leur territoire. Alors, on en retrouve de toute taille, des Oui, syndicats. oui, oui, Ouais. ça se retrouve de toute taille, principalement sur les territoires ruraux et puis dans les territoires plus urbains, cette mission va être, souvent, assurée par une communauté urbaine ou par la métropole. Donc, on a toujours un référent, il suffit de le chercher. Alors, quel type de projet de méthanisation vous accompagnez? Alors sur notre territoire, donc un territoire plutôt rural, hein, donc puisque c'est la Flandre, hein, donc dans le département du Nord, on accompagne beaucoup d'agriculteurs qui sont éleveurs également, hein, sont principalement éleveurs, donc éleveurs bovins et porcins en majorité. Et on les accompagne à la fois sur la partie préalable au chantier, notamment comment je vais me raccorder au réseau, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, combien ça va coûter? Comment on va traverser telle rue, telle voie ferrée ou tel canal? Et puis ensuite, on va les accompagner dans la partie acceptation du projet par les élus et éventuellement aussi par la population. Ah oui, vous faites le lien à la fois avec les riverains et les élus. Ça va forcément se faire ou il faut faire appel à vous, faire la démarche pour que vous vous impliquiez? Nous ne le faisons que si l'agriculteur nous sollicite, hein. On ne vient pas s'immiscer dans des projets lorsque certains porteurs de projets ne souhaitent pas que l'on soit associé. On vient à leur demande et s'ils le demandent. Alors, en quoi va consister précisément votre rôle? Si on fait appel à vous, est-ce que c'est vous qui allez organiser les grandes réunions ou les porte-à-porte? Comment ça se passe? Alors, on a déjà tout un travail amont, d'acculturation des élus, la production d'énergie verte et là, spécifiquement, à la production de méthanisation. Comme vous le savez, il y a régulièrement des élections et on a des élus, nouvellement, installés qui n'ont pas forcément, connaissance ni conscience de ce que c'est que produire, du gaz ou de l'électricité, sur le territoire. Donc on fait un gros travail d'acculturation, connaître le process, comprendre le process et aussi comprendre l'intérêt pour le territoire d'avoir des agriculteurs qui produisent de l'électricité ou du gaz. Heu, En résumé et très rapidement, le principal intérêt, c'est, de permettre d'avoir un territoire qui, s'indépendantise Oui. et qui importe moins, de production, venant de l'extérieur, hein. Donc ça, c'est le premier objectif. L'idée aussi, c'est de favoriser, l'emploi, hein, puisqu'on l'a un peu dit, lors de la première table ronde, hein, mais une unité de méthanisation, c'est, en équivalent, temps plein, on estime 4 ou 5 équivalents temps plein. Alors quand je dis ça, c'est les agriculteurs qui vont être sur le site, mais ça va être également tous, les autres entreprises qui vont être mobilisées dans, le bon fonctionnement de l'unité de méthanisation. Ça va être, le technicien de l'opérateur de réseau GRDF ou Teréga, ça va être le mainteneur, ça va être voilà toutes ces équipes qui vont être mobilisées sur le territoire et ça, c'est de la main-d'œuvre non délocalisable, donc ça, c'est très important pour les élus.
également. Et oui, c'est facteur de dynamisme pour un territoire. Alors on va partir à distance avec Sébastien Bourdin à l'EM Normandie précisément. Vous êtes professeur en géographie économique et vous avez réalisé, comme je le disais en introduction, plusieurs études sur la méthanisation. On entend souvent dire côté agriculteur, si je parle du projet, ça va être pire. Alors dites-nous, est-ce qu'il faut effectivement communiquer sur son projet ou se taire? Alors effectivement, on a fait de nombreuses études, on a publié de nombreux articles scientifiques sur ce sujet. Et en fait, le dialogue et la concertation avec les habitants et les acteurs locaux sont indispensables pour que la filière se développe correctement. Les conflits naissent souvent lorsque quelque chose n'a pas été entendu ou finalement lorsque les personnes ont l'impression qu'on leur a caché quelque chose. Et l'idée, c'est d'initier le dialogue le plus tôt possible, parce que si c'est trop tard, c'est courir le risque de se mettre des personnes à dos qui vont penser qu'on leur a pas parlé plus tôt du projet parce qu'il y avait des choses qu'ils ne devaient pas entendre au début du projet. Et on entend souvent, si je parle trop tôt, ça va être pire, on va me dire que tout ça est mal ficelé, que ça va capoter, etc. Et en fait, nos données montrent que la plupart la plupart des agriculteurs qui pensent qu'il ne faut pas trop communiquer trop tôt, même les porteurs de projets en général, euh, c'est pas forcément toujours la bonne idée, hein. En fait, de l'avis des habitants, la consultation est jugée trop souvent tardive, partielle, et les craintes qui s'ensuivent peuvent mener jusqu'à des crispations et surtout à l'émergence d'un activisme d'opposition. Et de fait, une communication bien en amont du projet, ça demeure le moyen le plus sûr d'assurer la compréhension des riverains et d'emporter leur adhésion. Et là aussi, dialoguer, oui, mais se faire accompagner dans le dialogue encore plus. C'est-à-dire que les agriculteurs sont des agriculteurs, c'est pas des spécialistes de la concertation, et donc c'est important de se faire accompagner pour déployer la mise en œuvre de processus de concertation qui soient adaptés, avec des techniques de concertation adaptées, de façon à ce qu'il y ait un dialogue qui soit apaisé et constructif. Alors ça, c'est intéressant. Quelles Ouais. techniques de concertation adaptées? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Comment est-ce Ouais. qu'on fait cette concertation? Alors on a aussi pas mal analysé à la fois les techniques et aussi le timing de ces concertations et comment on peut les organiser. Et pour que le dialogue soit apaisé et constructif, il faut créer les bonnes conditions de ce dialogue. Et ça passe notamment par le fait de donner de véritables espaces d'expression aux parties prenantes, en évitant d'amener tout sur la table comme si le projet était déjà verrouillé. C'est-à-dire que si on dit venez, on va vous présenter le projet, mais qu'en gros tout le projet est déjà ficelé de bout en bout et que les personnes qui participent à la concertation voient qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, et ça peut créer des crispations. Donc il faut vraiment aussi laisser des espaces de liberté, d'expression et d'inflexion du projet, de façon à ce que ceux qui participent à ces processus de concertation ne se disent pas, en fait, on m'a invité, mais de toute façon, que je dise que c'est bien ou c'est pas bien, on pourra rien faire bouger. Alors, à l'inverse, il ne faut pas tout mettre sur la table non plus. Alors à l'inverse, faut pas non plus tout mettre sur la table. Il faut vraiment avoir une communication qui soit adaptée d'abord aux personnes qui sont présentes, et puis surtout bien communiquer sur certaines parties du projet à certains moments parce qu'on a les informations et qu'elles sont fiables et sûres. Et puis ne pas tout communiquer tout de suite parce que justement il y a notamment sur l'idée de la durée du projet et de la construction du projet, souvent des incertitudes sur le timing, et ça sert à rien de communiquer trop tôt en disant dans 3 ans le projet va voir le jour, si en fait il en prendra 4 ou 2. C'est ça, on revient bientôt avec vous, Monsieur Bourdin, dans quelques minutes. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages. Romain Batteux, on poursuit avec vous. Vous êtes directeur développement France chez Total Énergie. Comment ça se passe pour vous sur ce plan de l'acceptabilité sociale ? La communication se passe plutôt bien. Elle est, comme ça l'a été dit là à l'instant, pris très en amont des projets. Il faut faire
on l'estime, nous, en 3 points. Le premier, c'est de la pédagogie, parce qu'on voit que la méthanisation, contrairement peut-être au photovoltaïque ou à l'éolien, est beaucoup moins connue, notamment sur tous les atouts de cette énergie renouvelable. D'un point de vue énergétique, on a parlé d'électricité et du gaz, d'un point de vue de la fertilisation, des emplois. Donc il y a certain nombre d'aspects qui doivent être mis en lumière et mis sur la table pour que les gens puissent comprendre et appréhender cette technologie-là. Et Madame Le Serre revient. Comment ça va se passer? C'est vous qui allez accompagner sur les projets de cet axe? Nous, on accompagne sur le deuxième point, une fois qu'on a fait la pédagogie, et c'est aussi l'intérêt de chacun. Donc nous, on développe des projets de méthanisation collective territoriale. Donc on résume tout dedans, c'est-à-dire qu'on a à la fois les agriculteurs, on a aussi des agro-industriels dans nos projets, autour du projet, et les collectivités qui sont impliquées, bien sûr, les élus et les riverains, très en amont sur ces unités de méthanisation-là, pour que chacun y ait un intérêt. Donc là-dessus, on va faire des démarches de visite de nos unités de méthanisation qui sont déjà en exploitation. On fait des semaines à thème au sein des mairies ou des communautés de communes sur lesquelles on développe des projets. Comme ça nous permet aussi de prendre le temps de pouvoir échanger avec les gens, parce que chacun a une perception différente d'un projet, et donc chaque personne a sa question sur le projet, et donc ça nous laisse le temps de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Alors comment les agriculteurs ils vont être impliqués sur vos projets? Comment ils sont appliqués? Alors, si je reprends d'un point de vue très global, on a sur nos 8 unités de méthanisation qui sont actuellement en service, on a 650 agriculteurs. Le monde agricole au sens large, on a des éleveurs, on en a parlé sur la table ronde précédente. On a aussi des céréaliers, on a des coopératives. Ils sont à la fois sur la partie qu'on appelle amont de l'unité de méthanisation, donc apporteurs d'effluents par exemple, que ce soit lisier ou fumier, apporteurs de cultures intermédiaires comme complément de revenus pour eux. Ils sont à l'aval de l'unité de méthanisation, fertilisation, à la fois avec un engrais vert produit localement sur l'unité de méthanisation et économiquement intéressant. On a les engrais qui ont été multipliés par 3, par 4 ces derniers temps. C'est pour un agriculteur intéressant de pouvoir fertiliser avec le digesta. Et enfin, on les intègre dans nos unités de méthanisation, au capital de l'unité de méthanisation, soit via la coopérative, soit via un groupement d'agriculteurs qui prend des parts dans la société de projet qui est développée, parce qu'à chaque fois, on développe une société de projet pour une unité de méthanisation donnée. Donc, à quelle échelle? Ça va être des projets départementaux en général? Alors, c'est des projets à l'échelle département. Effectivement, on est sur un rayon d'approvisionnement de nos unités de méthanisation de 30-40 km autour des unités, et sur la valorisation du digesta, un retour au sol qui se fait à peu près dans le même périmètre. Donc, on est vraiment sur les enjeux de plusieurs dizaines d'agriculteurs. On a en moyenne entre 80 et 120 agriculteurs qui sont partie prenante de nos unités de méthanisation et avec qui on co-développe ces projets-là. Alors sur le terrain, Jean-Michel Géniez, vous êtes responsable développement sud chez Total Énergie. Pourquoi les agriculteurs vont-ils faire à ce type de modèle? Oui, alors là, c'est une vaste question. Je pense qu'il y a déjà des réponses qui ont été apportées par la table ronde précédente. Alors, si on essaye de classer ça pour que ce soit un peu plus cohérent pour tout le monde, il y a 4 enjeux. Il y a un enjeu, on va dire, sanitaire et réglementaire. Alors, sanitaire et réglementaire, c'est tout simplement sur la partie, par exemple, effluent. On peut penser notamment à la partie filière palmipèdes gras avec la grippe aviaire, etc. C'est très intéressant d'avoir de la méthanisation et notamment l'hygiénisation, puisqu'on va sécuriser quand même ces élevages. Hein, et c'est aussi comme ça qu'on a monté des projets avec des coopératives et des groupes d'agriculteurs. Vous avez une recrudescence de demande justement avec cette influenza aviaire? Bah, on l'a depuis, recrudescence, oui, mais effectivement, on a beaucoup de projets avec des lisiers de canards, puisqu'effectivement, c'est un enjeu non seulement pour l'agriculture, mais aussi
pour le territoire, hein, puisqu'on Oui. est sur de l'assainissement tout simplement des effluents. Il y a une partie aussi gestion des effluents, puisqu'il y a une réglementation pour les agriculteurs. Et là, effectivement, quand ils nous apportent ou qu'on va chercher leurs effluents, et bien, effectivement, ça passe dans notre plan d'épandage et on est responsable du digestat jusqu'à la fin. Donc, effectivement, ça simplifie pour eux. Il y a aussi la partie, aujourd'hui, en zone vulnérable, les agriculteurs doivent mettre des couverts végétaux. Oui. Des couvertures végétales. Donc, par exemple, on apporte ce qu'on appelle un débouché cive. Donc, ils peuvent effectivement le labourer, en faire un engrais vert, mais ils peuvent également aussi l'apporter en méthanisation et récupérer ensuite du digestat et faire un revenu complémentaire là-dessus. Donc, ça, Et c'est bon pour les sols en plus. et c'est bon pour les sols, puisque effectivement les cives ont un système racinaire assez développé et on garde beaucoup de carbone en faisant des cives. Il y a des enjeux, bien sûr, l'enjeu économique, qui est, je pense, c'est le nerf de la guerre, malheureusement, mais c'est bien sûr la partie valorisation de ces effluents, de ces cives, etc. On vient d'en parler, mais c'est aussi réduction des charges de fertilisation et aussi une visibilité sur les prix. Parce que on est quand même, nous, sur des systèmes long terme, avec des prix qui sont fixés, alors qu'il y a des indexations, mais qui restent quand même qui sont décorrélés quand même de la partie, voilà, enfin, on en a parlé des engrais, des cours des engrais chimiques. Donc ça, c'est un point important, avec bien sûr une production locale de fertilisants. Donc même si, malheureusement, on parle peut-être qu'il peut y avoir des pénuries, quand on a effectivement un méthaniseur, on fait une méthanisation localement, on peut avoir des engrais organiques en plus et verts. Il y a un troisième point qui est effectivement la partie, on va dire, agronomique. Donc, voilà, bien sûr, on ramène de la matière organique sur ces sols, on ramène du vivant. Donc, ça a aujourd'hui beaucoup d'incidence, surtout pour les agriculteurs qui veulent partir sur des modèles plus agroécologiques, plus dans le respect du sol. Après, il faut avoir des digestats de qualité, mais bon, ça, je pense qu'on sera amené à en parler. Et le quatrième point, c'est l'enjeu sociétal. Alors, l'enjeu sociétal, c'est la réduction des odeurs aussi, dû à l'épandage des effluents. Parce que, bon, je sais pas, mais si vous épandez des lisiers, on a quand même de fortes odeurs. Et le digestat, on réduit de 90% ces odeurs-là. Donc ça, c'est un point important. Il y a aussi la partie transition énergétique. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont à cœur aussi de participer dans la transition énergétique de leur territoire. Et oui, la demande n'est pas simplement sociétale, elle vient aussi des agriculteurs. C'est ça, et d'utiliser un fertilisant décarboné, voilà, dans aussi une logique stockage de carbone, crédit carbone, qui commence de plus en plus à avoir de l'impact et sur lequel on travaille de plus en plus, enfin on commence du moins. Le marché, oui, s'ouvre. Et puis après, tout ce qui est, pour une coopérative, ça peut être aussi tout ce qui est décarbonation de leur activité industrielle, donc consommation d'énergie, etc. Vous voulez compléter, Monsieur Batteux? Peut-être un petit point, oui, on s'adresse et on l'a beaucoup évoqué sur la table ronde précédente. Un projet de méthanisation, c'est des fois 5, 6, 7 ans avec son bâton de pèlerin, de dur labeur. C'est magnifique et il en faut de la méthanisation pour atteindre les 17% de gaz à 2030. Il y a aussi d'autres agriculteurs qui se disent c'est pas pour moi à cette échelle-là de prendre les risques de développement, d'investissement. On parlait de 4, 5, 6 millions d'euros et d'exploitation. Nous, on s'adresse à une tranche de la population agricole qui se dit c'est peut-être trop compliqué, mais par contre, comme le disait Jean-Michel Geniez, je veux accompagner cette transition énergétique et je veux en avoir les atouts de la méthanisation, que ce soit sur l'amont ou l'aval. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on s'adresse aux agriculteurs de faire partie de ces projets-là et de les accompagner dans cette nouvelle énergie renouvelable. Et ça, c'est très clair. Alors, le digestat, c'est la photo de ce qui rentre. Vous m'avez dit, Jean-Michel Géniez, en préparant cette table ronde. On vous cite déjà sur la méthanisation. Alors, c'est ce que vous m'avez dit. Quel type d'intrant vous utilisez en général? Oui, alors déjà, je vous ai dit ça parce que le calcul est assez simple. Hein. On ressort du biogaz, c'est du CO2 et du CH4. Donc, on enlève du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, tout ce qui est rentré à l'intérieur qui n'est pas ceci sort sur la partie digestat. Donc nous, effectivement, alors sur nos modèles, vous l'avez compris, on est sur des modèles territoriaux, donc on est plutôt sur 50%, on va dire gisement agricole, 50% gisement d'industrie agroalimentaire. On a quand même les agriculteurs qui sont intégrés dans le projet via les coopératives notamment. Donc déjà, on fait très attention à cette partie, on est vraiment sur parce que quitte à être vertueux, la méthanisation est un système vertueux. Donc si on veut vraiment le pousser au bout, il faut vraiment avoir des digestats de qualité.
Nous, sur la partie gisement, on peut avoir tout simplement des effluents agricoles, des cultures intermédiaires, des issues, des choses comme ça. Et sur la partie industrie agroalimentaire, on va dire ce qui est matière organique, mais bien sûr, pas de ligneux, pas d'os, de choses comme ça. On fait attention aux catégories 1 aussi pour C'est très qui sont à risque réglementé sur de le toute soin, c'est façon. très réglementé. Et après, on a mis aussi ce qu'on ne prend pas, par exemple, les boues urbaines. Voilà, c'est un choix qu'on a fait parce qu'effectivement, du moment qu'on travaille, voilà, qu'on essaye vraiment d'avoir un fort partenariat sur la partie agricole, et bien, on fait des choix et on a fait un choix d'avoir des digestats de qualité. Donc, pour quand même ce qu'on a mis en place, on a mis en place plusieurs choses sur cette partie, parce que quand on prend des déchets industriels agroalimentaires, on fait très attention. Donc on a bien sûr dans nos contrats des systèmes de clauses de non-conformité. Ça, on y tient parce que voilà, on peut pas. On a aussi des vérifications quand on va chercher la matière, quand on la dépote, des analyses aussi sur tout ce qui est microbiologie, des analyses régulières sur le digestat qu'on communique d'ailleurs aux coopératives puisque c'est un point qui regarde de manière très précise. Et ce qui est important aujourd'hui à préciser, c'est que finalement, sur tous nos digestats, on est à 95%, on est dans les seuils, que ce soit des cahiers des charges DIG ou même de la norme NFU 04451, ce qui montre qu'effectivement, on peut avoir des digestats de bonne qualité, même en étant sur des méthanisations territoriales. Et ça, c'est important de rassurer là-dessus. On va le voir avec vous. Grégory Molis, vous êtes directeur commercial de la coopérative Lurberry, basée dans le sud-ouest de la France. Et pouvez-vous nous expliquer comment vous collaborez justement avec Total Energy ? Donc nous sommes effectivement, nous collaborons sur un de leurs outils situé à Bénez-Marennes, une petite commune du sud des Landes. C'est sur un modèle, enfin on a des intérêts bien évidemment croisés. Si vous me permettez l'expression, c'est un système gagnant-gagnant, puisque Total Bioénergie recherche l'efficacité sur l'aval, la valorisation de ce digestat. Donc on a un savoir-faire sur la relation de nos agriculteurs de manière territoriale. Donc vous arrivez après ? Nous arrivons après sur l'aval, effectivement. L'agro-industrie, c'est des collègues à nous sur l'agro-industrie pour la partie alimentation, mais on est en capacité aussi de fournir là-dessus. Mais nous, sur ce site-là, c'est uniquement l'aval. Donc, on a un savoir-faire territorial de commercialisation avec les agriculteurs. Voilà ce qu'a recherché Total Bioénergie avec nous. Et nous, c'est gagnant aussi, puisque ça rentre ce projet totalement dans notre raison d'être du groupe coopératif, c'est-à-dire donner de la valeur ajoutée et des solutions aux agriculteurs. C'est ce que nous mandate le conseil d'administration pour pérenniser les exploitations. Donc, dans ce schéma-là, concrètement, nous avons un plan d'épandage, puisque sur ce site... Alors, attendez, avant de poursuivre, ça concerne combien d'agriculteurs ? On a le temps. Un peu plus d'une centaine d'exploitations agricoles, d'agriculteurs. Donc nous travaillons à situer dans le plan d'épandage que l'on établit sur ce site-là, représente à peu près 80 communes. Et donc nous travaillons sur un stockage proche du méthaniseur ou des stockages intermédiaires qui sont situés sur des parcelles à moins de 30 €. On parlait de 30-40 km pour ce site-là spécialement. Donc vous allez intervenir sur les plans d'épandage, c'est ça ? Effectivement, nous, sur les communes représentées, nous avons une force commerciale et nous intégrons dans notre offre de fertilisation ce digestat. Nous le travaillons en rendu racine, c'est-à-dire que nous faisons intervenir 5 entrepreneurs agricoles sur ce projet-là pour la prestation. Donc nos techniciens passent des commandes, puis après c'est le circuit logistique classique. On a une personne mandatée en interne pour faire le lien entre les entrepreneurs et les agriculteurs, et aussi une personne en lien en permanence que je remercie d'ailleurs sur ce site-là de Total Bioénergie qui est au soutien et qui nous accompagne dans la mise en place opérationnelle et la commercialisation de ce digestat. Donc vous avez un droit de regard sur les intrants. Vous savez ce qui se met dans cette unité. Nous savons tout à fait ce qui se met dans ces méthaniseurs et c'est surtout nous le produit qui sort et la stabilisation les critères de qualité de ce produit qui ressort que nous visons. Alors c'est important. Qu'est-ce que recherchent les agriculteurs qui rentrent, on va dire, dans ce programme ? Les agriculteurs, aujourd'hui, dans un monde très, très changé et très incertain, ils nous demandent de trouver des solutions en permanence technico-économiques.
Donc ce produit, le Digesta, permet de répondre à un premier élément, c'est le coût et la baisse de ses charges de fertilisation. Ça, c'est un premier élément économique, mais c'est une réalité, puisque sur le Digesta apporté, on établit une économie de coût de fertilisation entre 100 et 200 euros hectare. Donc, c'est quand même des chiffres aujourd'hui à des prix d'intrants, d'engrais actuels aussi, il faut le relever. Donc ça, c'est une première priorité, l'économie financière, économique. Deuxième point, c'est un produit qui est stable en termes de prix. On voit la volatilité aujourd'hui des engrais minéraux et c'est aussi un côté rassurant pour l'agriculteur et de visibilité pour ses achats et ses intrants. Et puis après, il y a tout l'aspect, on le disait tout à l'heure, produit local. Puisque dans le monde du Sud-Ouest, on a beaucoup de circuits courts de valorisation de production animale et ça parle aux agriculteurs aussi. Ça ne parle pas qu'aux consommateurs, le circuit court. Et quand on dit ce produit-là, c'est avec des intrants d'agro-industrie locale. Donc ça vient de cette usine qui est basée à moins de 30 km. Mais ce circuit court-là, ça leur parle. Et c'est un des critères aussi un des bénéfices que l'agriculteur recherche. L'autonomie énergétique territoriale, comme pour la souveraineté alimentaire en parallèle. C'est très clair. Alors, on repart à l'EM Normandie avec vous, Sébastien Bourdin, et des résultats en exclusivité, oui, d'une nouvelle étude sur l'impact de la méthanisation sur le prix de l'immobilier. Pourquoi avoir souhaité déjà mener cette étude? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait précisément? Alors oui, quand on entend les discours dans les réunions publiques, bien évidemment, on met souvent en avant les externalités négatives telles que les odeurs, l'augmentation du trafic, mais aussi la question des prix de l'immobilier. Et donc, on a souhaité mener une étude à l'échelle de la France entière pour analyser si l'implantation d'unités de méthanisation avait un impact quelconque sur les prix de l'immobilier aux alentours. Alors, il faut savoir que dans le monde, à ce jour, il y a 3 études qui ont été publiées. Il y en a une en République tchèque qui a été faite sur 318 ventes et 8 unités de méthanisation, qui montrait qu'il y avait un effet négatif pour les ventes qui étaient proches. Une étude en Italie avec une dizaine de milliers de ventes, et puis une étude au Danemark avec 65 unités de méthanisation étudiées et une dizaine de milliers de ventes. Donc, petit échantillon, oui. Donc, petit échantillon, effectivement. Et nous, on est passé sur un méga gros échantillon, puisqu'on a travaillé sur la période 2014-2019, et on a travaillé sur 2 700 000 ventes immobilières, et avec 500 méthaniseurs en France, avec des techniques économétriques très poussées. Et donc, nos résultats, c'est que seules les ventes dans un rayon d'1 kilomètre peuvent être affectées négativement, mais de l'ordre de 5%, donc ce qui est relativement très peu. Et ce qu'on montre aussi, c'est que ces effets sont d'une ampleur relativement limitée et sont vraiment temporaires, c'est-à-dire que on n'observe plus d'effets au bout d'1 an et demi, voire 2 ans. Donc au bout de 2 ans, il n'y a plus du tout d'effet de l'impact de l'implantation d'unités de méthanisation dans un rayon d'1 kilomètre. Au-delà d'1 kilomètre, il n'y a pas d'effet du tout, c'est aussi ce qu'on observe. On a aussi analysé si les effets étaient les mêmes dans les territoires ruraux ou dans les territoires urbains. Alors, il semblerait que l'effet soit plus significatif en zone rurale qu'en zone urbaine. Et puis, on a aussi analysé l'effet taille de l'unité de méthanisation et nos résultats montrent que l'impact est légèrement plus significatif lorsqu'on a des unités de méthanisation supérieures à 200 normomètres cubes par heure que des plus petites unités de méthanisation. Ce qui est un peu en cohérence avec ce qu'on observe dans les 3 articles publiés précédemment. Mais en tout cas, s'il y avait un message à retenir, c'est que l'effet est quasi nul et surtout temporaire dans le temps, c'est-à-dire que au-delà de 2 ans après l'implantation, il n'y a plus d'effet du tout sur les prix de l'immobilier. Donc ça, c'est important, Natacha Le Cerf, on poursuit avec vous. Est-ce que ce type d'étude, on peut le faire valoir justement lors des dialogues et des échanges avec riverains et élus?
Tout à fait. Je pense que c'est une étude dont on pourra se servir à l'avenir et qui nous sera fort utile, effectivement. Et puis, on parlait du gagnant-gagnant. Je serais tentée de dire que, en tout cas pour notre territoire, on s'efforce à chaque fois de permettre aux habitants d'utiliser le gaz vert produit localement et à proximité de leurs habitations. Et comment on fait ça? En fait, la plupart du temps, on a donc une canalisation de raccordement de l'unité de méthanisation à installer pour venir injecter le gaz dans le réseau de distribution publique de gaz. Et pour ce faire, on traverse parfois des quartiers ou des zones qui n'étaient pas précédemment desservis en gaz. Et donc, on profite de ces travaux pour offrir l'accès au gaz à des habitations qui n'en bénéficiaient pas jusqu'alors. Et sur deux chantiers qu'on a menés récemment, ça a permis à plusieurs habitants d'abandonner la chaudière fioul qu'ils avaient précédemment. Et donc, pour le coup, ça permet aussi de faire bénéficier localement, vraiment, le voisin, localement, du gaz produit. Mais comment c'est reçu au départ le changement quand on leur apprend qu'il va y avoir potentiellement du gaz vert? Est-ce que les riverains comprennent ce que c'est? Alors, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de communiquer très, très en amont du projet, parce que sinon, on laisse cours à des fausses rumeurs et il faut à tout prix mettre un terme au développement de fausses rumeurs dès l'apparition. Et donc, le mieux est de communiquer. Ne pas attendre, comme l'a dit le professeur de géographie, ne pas attendre que le projet soit terminé pour communiquer, parce qu'effectivement, on aura un sentiment déplorable. Et puis, utiliser les élus locaux. Voilà, dans toutes les communes, on a un maire, mais on a aussi des conseillers municipaux qui sont présents dans tous les quartiers de la commune. Et c'est aussi un relais très, très important. Donc, la communication auprès des élus locaux, la présentation du projet auprès des élus locaux, c'est à mon avis un point primordial de la réussite du projet. Si on rentre dans le formalisme, le permis de construire de l'unité de méthanisation n'est pas à la main du maire, il est à la main du préfet. Néanmoins, le maire donnera son avis et si on veut éviter des recours ou des collectifs de riverains ou une association qui va se monter contre le projet, mieux vaut s'appuyer sur les élus locaux. Qui peuvent être moteurs. Est-ce qu'ils sont de plus en plus au courant quand même? Est-ce que vous voyez une évolution du côté des élus? Alors, nous, en tout cas, pour le syndicat, on s'efforce de les former et de les informer et ensuite de répondre à leurs questions techniques et de leur permettre d'avoir un avis argumenté. Tous les élus ne reviennent pas d'une visite. On utilise notamment le moyen de la visite terrain. On l'a dit tout à l'heure, la visite terrain, ça permet de dédramatiser. Voilà, ça permet de dédramatiser. Non, ça ne sent pas mauvais. Non, c'est pas si moche que ça. En tout cas, c'est pas tellement plus moche qu'un bâtiment d'élevage. Et puis finalement, ça va pas exploser demain. Voilà. Oui, comme toujours, en fait, c'est plus une histoire de méconnaissance qu'un réel problème face à ces unités, c'est ça? Il suffit Il y a une vraie méconnaissance et comme le disait notre intervenant. Monsieur Bourdin. Voilà, Monsieur Bourdin, on a beaucoup on nous dit souvent ma maison va perdre de la valeur. Donc je suis ravie qu'on ait une vraie étude statistique pour étayer l'argumentaire. Et puis il faut rassurer parce qu'on a aussi une partie de la population et des élus qui ont une crainte sur le risque industriel. Voilà, le risque d'explosion ou autre. Donc, il faut rassurer là-dessus. Et puis, il faut montrer que finalement, ça va permettre, quand vous permettez à tout un quartier qui a été construit dans les années 70 et qui est entièrement chauffé au fioul de passer à du gaz vert produit par l'agriculteur à 4 km de là, c'est génial. Oui, c'est des économies pour tout le monde. Combien d'unités sur le territoire des Flandres aujourd'hui? Alors, sur la Flandre, il y a un peu plus d'une dizaine d'unités avec historiquement des unités en cogénération, donc production d'électricité. Et puis, depuis quelques années maintenant, toutes les unités qui se construisent sont en injection de gaz. Un dernier point, Natacha Le Serre, je crois que vous travaillez aussi avec les chambres d'agriculture. Vous avez mené plusieurs réunions en septembre. C'était à propos c'était sur la méthanisation, mais c'était pour justement une meilleure coopération sur le terrain? Alors,
Alors, on a lancé un process avec donc la Chambre d'agriculture du Nord et GRDF pour aller à la rencontre des agriculteurs du territoire et leur apporter une information claire et précise sur les avantages de la méthanisation et sur l'intérêt qu'ils auraient ou pas à mener ce type de projet sur leur exploitation ou avec leurs voisins des exploitations proches. Lors on a lancé ça depuis le mois de septembre. Lors des premières rencontres, on a eu plusieurs éleveurs qui étaient assez remontés, on va dire, contre la méthanisation parce qu'ils accusaient les agriculteurs méthaniseurs de faire monter le prix, en l'occurrence de la pulpe de betterave. Bon, voilà, la Chambre d'agriculture a pu leur démontrer que ce n'était pas le cas et qu'il fallait aussi remettre un petit peu de calme là-dedans. Et puis, je pense qu'il y a certains agriculteurs qui ont pu commencer à initier le process de réflexion, identifier les bons interlocuteurs. Quel est l'interlocuteur méthanisation de la Chambre, hein, puisque je pense que toutes les chambres d'agriculture ont un interlocuteur qui peut accompagner C'est de plus en l'exploitant. plus le cas, oui. Voilà. En effet. Et puis identifier l'interlocuteur de l'opérateur de réseau, hein, que ce soit GRDF, Terega. Donc, identifier cet interlocuteur-là. Et je pense aussi, troisième chose, identifier le ou les élus référents qui pourront accompagner le portage du projet. Et donc, finalement, ça permet vraiment d'avoir les bons interlocuteurs dès le début de la réflexion. Et vous allez poursuivre ces réunions? Oui. On a de la chance. Alors, Romain Batteux, on poursuit avec vous. Sur la partie biogaz, combien d'équivalents foyers aujourd'hui les unités de Total Énergie alimentent? Alors, les unités de Total Énergie Biogaz France alimentent à peu près l'équivalent de la consommation annuelle de 50 000 logements en gaz chaque année. Ça va être aussi des industries, comme tout à l'heure, en fait, ça peut être des foyers, Alors, des de la même usines. de la même manière, nous on injecte dans le réseau, on a un acheteur de gaz avec une visibilité sur 15 ans de cet achat de gaz, et après il part dans le réseau et effectivement il est consommé par les entreprises locales et les foyers munis de gaz aux alentours. On va poursuivre avec vous, Jean-Michel Géniez. On va revenir sur les intérêts des agriculteurs. Est-ce que vous avez mesuré, on en a un peu parlé à l'instant avec M. Moulis, mais est-ce que vous avez mesuré les économies que faisaient les agriculteurs? Oui, alors Le fait de recourir à votre oui, digesta. je vais donner des éléments, mais c'est une question assez complexe parce que ça dépend du cours des engrais. Oui. Effectivement, et ça dépend aussi du mode de valorisation du digesta. Puisqu'on a un mode, on va dire, valorisation, un digesta rendu racine, donc pour des agriculteurs qui ne ramènent pas de lisier. Donc là, généralement, on est sur 30% d'économie hectare de charges de fertilisation avec les prix avant fin 2021. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est même à plus. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et après, sur le second mode de valorisation, qui est plus un échange lisier-digesta, où carrément on prend que le lisier, là, effectivement, il y a des cas où les agriculteurs vont prendre plus de valeur NPK que ce qu'ils avaient en lisier. Donc, effectivement, ils vont réduire leur charge de fertilisation puisqu'ils vont acheter moins d'engrais chimiques. Dans certains cas, ils vont prendre la même valeur NPK et là, du coup, ils vont avoir moins de volume à épandre, sans compter, bien sûr, tous les intérêts qu'il y a, qu'on a parlé sur les odeurs, moins d'odeurs, aspect sanitaire, etc. Et certains, eux, vont avoir un intérêt où ils n'auront plus de gestion des fluents puisqu'ils ne reprendront pas leur lisier. Et même, dans certains cas, ça peut être intéressant pour eux puisqu'ils ont des problématiques de ne pas pouvoir augmenter leur cheptel justement à cause des problèmes de voisinage ou parce que des fois, il manque un petit peu de surface d'épandage. Et là, ils peuvent avoir des intérêts dans ce sens-là. Vous avez une situation, justement, vous avez un cas comme celui-ci. Vous m'en aviez parlé en préparant cette table ronde. On avait fait appel à vous, justement, sur ce point-là. Oui, effectivement, oui, on a un agriculteur dans le Lot-et-Garonne qui effectivement avait beaucoup de problèmes avec ses voisins, alors c'était un bâtiment de veau en batterie. Et donc des relations très compliquées, et puis du coup on lui prend effectivement les lisiers et même on lui ramène du digesta, et clairement depuis ça s'est bien apaisé avec ses voisins, et il a même du coup il a pu aussi augmenter un peu son cheptel puisqu'il a quand même lui de la surface pour le coup. Voilà. Donc on peut répondre aussi à des questions dans ce sens-là. Territorial, oui, Monsieur Batteux. Peut-être un élément complémentaire, à la fois acceptabilité et nombre d'agriculteurs qui viennent dans nos projets.
On en parlait tout à l'heure sur la table ronde de commencer un peu plus petit et de faire évoluer les unités de méthanisation en fonction aussi des besoins et des intérêts du territoire. On a plusieurs exemples chez nous. On a des unités de méthanisation qu'on a fait évoluer en termes de taille. C'était à la fois un besoin des agriculteurs pour pouvoir gérer plus d'effluents ou un besoin de digesta supplémentaire. Et l'unité avait fait l'objet de beaucoup de discussions avec les élus, les riverains et l'ensemble des parties prenantes sur l'unité au moment du développement. Quand on a fait augmenter la taille de l'unité de méthanisation, on a redéposé des permis de construire, des dossiers de demande d'autorisation et ça allait beaucoup mieux parce que l'unité de méthanisation était déjà en place. On avait fait la preuve de l'intérêt de l'unité sur le territoire pour toutes les choses qu'on a dit tout à l'heure et de notre faculté d'exploitation. Et donc, du coup, c'est très bien passé en termes d'acceptabilité sur le territoire. Alors, Grégory Moulis de l'Urberie, outre les économies, est-ce qu'on peut mesurer les gains sur une exploitation en termes d'environnement, mais aussi en termes agronomiques? Oui, on le mesure par des analyses de sol que l'on fait régulièrement. On suit, effectivement, c'est un produit, comme on le disait tout à l'heure, stable, propre, inodore, pour l'acceptabilité, pour faire le lien avec ce qui est dit, c'est très important. On veut aussi une homogénéité durant toute l'année, toutes les livraisons auprès de nos agriculteurs. Et donc, il y a une certaine matière organique dedans qui permet de structurer mieux le sol et qui ressort positivement en termes de bénéfices pour l'agriculteur, dans sa structure de sol, dans l'évolution de son sol, qui est aussi un des éléments importants dans sa stratégie de fertilisation, donne des bénéfices au-delà de l'économique, effectivement, agronomique et environnemental, bien évidemment aussi, par l'économie circulaire qu'on disait tout à l'heure, et par l'économie de l'achat d'engrais minéraux, il ne faut pas l'oublier, qui n'est pas neutre aujourd'hui dans le cours actuel. Et donc tout ça se vérifie. Alors on repart à distance avec vous, Sébastien Bourdin. Il existe, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec Arcolia Énergie, il existe un label de qualité pour la méthanisation, le label Calimeta. Est-ce que ça peut contribuer à, entre guillemets, valider un projet de méthanisation auprès d'une population ? Alors oui, très clairement, hein, donc le label Calimeta, il a été développé par l'association Technique Énergie Environnement, et donc en fait, il est né de la volonté de fiabiliser les installations de méthanisation en capitalisant sur les bonnes pratiques de concertation et de construction. Et donc en fait, il permet de promouvoir la filière du biogaz tout en répondant à l'idée d'une agriculture durable. Et en fait, il y a un certain nombre de critères qui fait que au final, l'objectif de ce label Calimeta, c'est de fournir aux porteurs de projets à la fois des solutions qui soient fiables et aussi donner de la visibilité aux acteurs du marché et puis aussi aux personnes qui sont engagées de près ou loin dans les projets de méthanisation pour s'assurer de la démarche de qualité. Donc c'est une certification qui est reconnue à AFNOR, hein, donc ça permet de montrer que c'est un label qui est de qualité, et donc il y a plusieurs critères, le respect des réglementations applicables, la démarche d'accompagnement dans l'amélioration, enfin l'engagement du porteur de projet dans l'amélioration continue de l'unité méthanisation, la prise en compte de l'attente des parties prenantes, de la société civile, la question de l'excellence environnementale, l'ingénierie financière. Comme toute norme, en et fait. puis aussi la... Ouais. Comme toute norme, ça permet de montrer patte blanche, finalement. Exactement. Il y a aussi sécurité, maîtrise des risques, etc. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est un label qui permet très clairement de montrer patte blanche. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Bourdin. On termine cette deuxième table ronde. Avec vous, Monsieur Batteux, quels objectifs pour la suite chez Total Énergie ? Alors nous, on s'est fixé d'atteindre à peu près une 60aine d'unités de méthanisation mises en service à l'horizon 2030 pour représenter à peu près 5000 gigawattheures, donc 5 terawattheures. Là, vous êtes à 8. On va passer de 8 à 60. On est à 0,8 et on va passer à 5. On souhaite passer à 5. On a déjà trois constructions qui vont arriver dans les 18 prochains mois et on a déjà une vingtaine de projets enclenchés sur le territoire national. Donc pour accompagner principalement le monde agricole, un peu plus, on projette à peu près l'accompagnement de 4000 agriculteurs
à horizon 2030. C'est aussi pour ça qu'on a fait un partenariat avec la FNSEA très récemment, au mois de mars 2022, pour mettre en place les bons outils d'accompagnement et faire connaître cette énergie renouvelable auprès du monde agricole, afin d'avoir un partage de la valeur sur les territoires pour le monde agricole, pour les agro-industriels et pour les collectivités. Et toute dernière question pour vous, Natacha Le Cerf. C'est la même question. Combien d'unités pourraient encore voir le jour sur votre territoire? Alors actuellement, on en a 2 en construction qui devraient injecter courant 2023. On en a une en projet. Le permis de construire a été accepté, donc elle devrait voir le jour prochainement. Et puis après, pour le reste, on est sur des agriculteurs qui pensent au projet et qu'on va essayer d'accompagner au mieux. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce deuxième temps d'échange et on passe tout de suite aux questions que je lis sur ma tablette. Alors c'est pour l'équipe Total, vous allez me dire lequel doit y répondre. Vous semblez expliquer que la méthanisation permet de résoudre les risques de grippe aviaire dans la filière canard. Est-ce que c'est possible de détailler et d'expliquer? Peut-être vous, Monsieur Géniez? On peut le faire à deux. Effectivement, aujourd'hui, alors ça résout pas tout, hein, on est bien d'accord, il faut pas non plus. Mais par exemple, d'avoir des outils qui permettent de traiter les lisiers, on a été réquisitionné sur plusieurs unités justement pour traiter des lisiers qui étaient contaminés. Et parce qu'aujourd'hui, sinon, les autres solutions, elles sont plus compliquées, c'est-à-dire que soit il faut laisser les lisiers stockés pendant plusieurs mois sur les fosses, etc. Eh oui. Donc, effectivement, on amène des solutions. On amène des solutions et on amène un peu plus de sécurité. Après, malheureusement, on peut pas. La méthanisation ne résout pas tout non plus. Il faudra un vaccin. Dites, complétez, Monsieur Bastian. Effectivement, oui. C'est vrai on a mis plusieurs choses en place et là, c'est aussi les coopératives qui sont dans cette filière-là qui nous ont accompagnés en termes de logistique, avec la désinfection en sortant des élevages, en rentrant sur l'unité de méthanisation, avec l'hygiénisation. Donc on l'a dit, la montée en température des lisiers pour éliminer les éléments pathogènes et notamment ce virus-là de l'influenza aviaire. Et puis après, toute la partie traçabilité sur le digesta pour être sûr qu'il ne ressort pas d'éléments pathogènes ou de virus en sortie. Donc depuis 2015, malheureusement, on y fait face. Et effectivement, à plusieurs reprises, les préfectures sur les territoires où on a implanté nous ont sollicité pour qu'on puisse essayer de permettre à la filière de repartir plus vite, parce que tout simplement, on traite les lisiers rapidement, on fait le vide sanitaire et ça permet à l'exploitant de repartir. Donc c'est quand même une solution. Une question pour Sébastien Bourdin. Vous faites le buzz avec votre étude, dites donc. Alors, où est-ce que ces études sur la relation immobilier-unité de méthanisation, où est-ce qu'elles sont disponibles et où est-ce qu'on peut se les procurer? Alors, pour le moment, l'article vient d'être soumis dans une revue scientifique, donc qui va être évalué par les pairs, comme on dit. Et donc, on pourra fournir les résultats officiels, etc., à l'issue de la publication de l'article, donc d'ici 6 mois, pas avant, malheureusement. Désolé. Mais en tout cas, voilà, on va commencer un peu à communiquer sur les premiers résultats parce que on les a testés, ils sont robustes et on les a aussi fait évaluer déjà scientifiquement. Il y avait toute une équipe derrière vous d'étudiants, vous pouvez peut-être les citer? Oui, oui, oui. Alors, il y avait des étudiants, mais aussi pas mal de chercheurs, des doctorants et aussi des professeurs de l'université de Caen-Normandie en économie, ouais. On a la chance que les chercheurs français se soient penchés sur le sujet. Madame Le Cerf, une question pour vous. Est-ce que les projets qui mobilisent du financement participatif local sont mieux acceptés et font moins l'objet de contestations? Je dirais sans conteste, oui. Et effectivement, ça peut être un levier quand les agriculteurs le souhaitent, hein, parce que c'est aussi un choix de gouvernance qui est propre à chaque projet. Mais quand les agriculteurs le souhaitent, ça peut être un moyen de favoriser l'acceptabilité du projet. Mais on le retrouve, ça c'est typique, on le retrouve sur toutes les énergies renouvelables. Il y a maintenant, par exemple, pour donner un parallèle, beaucoup d'éoliennes où il y a du financement participatif, de même sur des projets solaires. Donc oui, la Et comment réponse est ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le projet, mais au capital, c'est ça? au capital, soit directement, soit par le biais d'une association qui va représenter
représenter les habitants cofinanceurs du projet à hauteur de quelques centaines d'euros, hein, parfois, hein, ça se limite à quelques centaines d'euros. Alors, je vous pose la question et il y en a un qui doit s'en emparer. Y a-t-il des précautions particulières vis-à-vis de la protection des eaux souterraines à prendre? Monsieur Alors, Géniez, mais alors, merci de ce vous qui est, porter non, candidat. ce qui est important, c'est que dans le digesta, il y a la manière de l'appliquer, le digesta. Effectivement, si on ne respecte pas les doses par rapport aux besoins des cultures, effectivement, les périodes où il faut l'appliquer, que ce soit, je pense, aux périodes pluvieuses et des choses comme ça, effectivement, on s'expose à des possibilités de lessivage de l'azote parce que, effectivement, ça a été dit, le digesta a de l'azote minéralisé par rapport à des effluents comme un engrais chimique. Donc, effectivement, mais c'est ce que fait aussi la coopérative Lorbery, c'est aussi de conseiller l'agriculteur sur quand est-ce qu'il faut mettre le digesta et quelle dose il faut apporter par rapport aux objectifs de rendement, etc. C'est-à-dire voilà, le plan de fumure. Peut-être un point supplémentaire, c'est aussi en amont du projet, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fameux plan d'épandage que l'on adosse au dossier de demande d'autorisation d'exploiter d'une unité de méthanisation. Au moment de la création de ce plan d'épandage, il y a des études qui sont faites par des bureaux d'études extérieurs. La Chambre d'agriculture, notamment, participe au montage de ces dossiers-là. Puis après, il est déposé et instruit. Et là, dans cette réglementation, c'est une réglementation très poussée, avec des distances par rapport au cours d'eau, des distances par rapport au puits de captage d'eau. Donc tous ces éléments-là sont déjà pris en amont sur la partie développement de projet et après sont gérés au jour le jour, effectivement, au moment de l'exploitation. Il faut rassurer la personne sur Monsieur Moulis de l'Urbery. sur la réglementation déjà, premier point. Et après, on est effectivement là pour le conseiller. Il n'y a aucun intérêt, l'agriculteur non plus, à épandre ça et que les unités fertilisantes se lessivent. Donc, on est là aussi dans notre rôle de conseil près de l'agriculteur pour respecter la réglementation, mais aussi que ce passage-là soit efficient pour l'agriculteur. Juste pour compléter, il faut savoir comme la méthanisation, et encore plus il y a l'hygiénisation, c'est quand même un vrai plus sur l'assainissement des matières, que ce soit des effluents agricoles ou même des déchets qui étaient épandus bruts avant, hein. C'est-à-dire sur la partie Escherichia coli, entérobactéries, on réduit mais d'un facteur très important. L'hygiénisation, ça ces permet aspects. d'encore mieux nettoyer les intrants, c'est ça, entre guillemets? Ben oui, effectivement, on réduit. Alors après, ça dépend des analyses, mais c'est un facteur ça peut être un facteur de 100 000 hein, entre sur certaines bactéries. Ouais. Monsieur Bourdin, une autre question pour vous. Est-ce qu'il faut privilégier les grandes réunions? C'est très précis. Est-ce qu'il faut privilégier les grandes réunions ou le porte-à-porte? Je vais faire une réponse de Normand. On fait du local ou du collectif? Je vais faire une réponse de Normand, les deux. C'est-à-dire que les deux doivent être faits. À la fois avoir des réunions qui soient très très ouvertes et inviter tout le monde autour de la table, y compris ceux qui pourraient être contre, parce qu'il faut leur laisser aussi un espace de discussion. Et puis le porte-à-porte, il est aussi important. Et de ce point de vue-là, les élus locaux, ils ont aussi un rôle important à jouer. Les élus locaux, ils ont un rôle important à jouer pour accompagner les porteurs de projets. Ils sont là ils ont un rôle pivot, ils peuvent être là pour trouver des financements, apporter du financement, favoriser le dialogue avec les citoyens, mettre en relation des acteurs locaux pour faciliter le dialogue après. Donc, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, ouais. Et oui, c'est vrai que vous venez de l'EM Normandie pour votre réponse. Merci pour votre réponse de Normand, en effet. Madame Le Serre, est-ce que l'on peut savoir quelles sont les cultures qui sont privilégiées sur les territoires et quid de la concurrence? On avait un peu parlé tout à l'heure avec l'alimentation du bétail ou humaine. Alors, pour la Flandre, hein, c'est les exploitations agricoles qui font de la méthanisation sont d'abord des exploitations avec donc des animaux, hein, typiquement donc des porcs ou des vaches, hein, vaches laitières ou vaches à viande. Mais voilà, donc on n'a pas, en tout cas pas en Flandre, on n'a pas d'unité de méthanisation où il n'y a pas d'effluents d'élevage. Et la dernière question, il me semble qu'elle est pour vous, Monsieur Géniez. Vous allez me dire, la fiente des volailles est riche en azote qui est capable d'inhiber le processus biologique dans le digestoire. Est-ce que les méthaniseurs actuels sont adaptés pour la filière volaille?
Alors, oui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on met trop d'azote dans le mix d'intrants, on peut avoir un effet d'inhibition du processus de méthanisation. Alors, moi, je suis pas biologiste, il y a des personnes, je pense, plus compétentes que moi pour y répondre. Après, on n'est pas non plus, on est sur des mix de gisements, hein. Donc, alors si on met effectivement que des fientes de volaille, il peut y avoir après la nécessité de faire ce qu'on appelle un peu un stripping pour récupérer peut-être de l'ammoniac et réduire, abaisser le niveau d'ammoniac dans le digesteur. Mais voilà, il y a des solutions. Franchement, je m'inquiète pas pour ça, mais après, voilà, je suis peut-être pas le plus expérimenté pour répondre à cette question. On voit que c'est une substance très vivante en tout cas. Alors, c'est la fin de ces rencontres très riches dédiées à la méthanisation. Merci à vous tous pour ces éclairages. Merci aussi au public. Merci aux équipes de la Factory du groupe La France Agricole, ainsi qu'à Catherine Loinchaud de GRDF, Kabyle Barnes de Total Energy et à Dorothée Pizzagalli de chez Arcolia Energy. Merci à Angélique Goucher et à Wenceslas Borderia Solaire, à Virginie Ouz. Merci à la production. Merci enfin à vous tous qui avez suivi ces rencontres de la méthanisation derrière vos écrans. Vous pourrez revoir ces échanges sur le www.lafranceagricole.fr, www.lafranceagricole.fr. À très bientôt pour de nouvelles rencontres.